Moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'aller un petit peu travailler sur ce que les gens pensent du Japon, essayer de mettre le curseur des connaissances qu'ils ont sur le Japon et de les mettre à un autre endroit, de les mettre à un endroit qui pour moi me paraît plus réel. Ils arrivent à Osaka, on pourrait faire des trucs classiques, mais moi souvent je leur dis venez, on va un petit peu nuancer ce que vous avez vu depuis 2 semaines. Et donc on élargit l'éventail des possibilités de ce qu'est le Japon pour nuancer ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. Souvent on va me dire, on va imaginer que j'aime pas Tokyo parce que je défends Osaka, mais pas du tout. Tokyo c'est une ville que j'aime beaucoup. Le problème c'est pas Tokyo, c'est le traitement qu'on a envers Tokyo. En ce moment, je vois plein de vidéos TikTok machin qui passent. C'est la mode de faire ouah, je suis dans le quartier le plus dangereux du Japon et tout. Et généralement ils disent c'est à Osaka, c'est Nishinari. Hello hello, aujourd'hui épisode spécial. On est à Osaka avec Angelo. Comment vas-tu? Angelo di Genova. Di Genova. Un rital alsacien. Un rital un peu tout alsacien, Osaka, un peu Japon, il y a un peu tout. Il y a de tout. Du coup, c'est un épisode japonais de Paname, mais qui est plutôt japonais d'Osaka. Ouais. Là, pour le coup, il y a ni Paris, ni Paname. Il y a rien. Ni japonais. Mais c'est un épisode spécial parce que je voulais absolument te rencontrer. Merci. Parce que t'es un expert d'Osaka. Tu es un guide hors pair, d'ailleurs, au passage. Merci. J'essaye, en tout cas. Tu essayes. Ouais. Et du coup, je voulais parler avec toi un petit peu de ton parcours, d'Osaka, etc. Ok. Bah, c'est vrai que souvent, maintenant un peu moins parce que je suis moins actif sur les réseaux, mais il y a une dizaine d'années. Bah, tu faisais t'as pas mal de pages d'ailleurs sur J'ai vraiment appuyé le côté Osaka. Venez Osaka c'est bien, allez-y. Déjà à l'époque. Ouais, dès 2010 en fait. Donc c'est vrai que souvent j'ai souvent une image attribuée à la ville d'Osaka. Ce qui est pas mal. Je commence à être un peu un ancien aussi. Et du coup un senpai d'Osaka. Tout doucement. Ouais. Tout doucement. Mais c'est exactement pour ça que je voulais te parler parce que. Parce que toi t'as un rapport avec Osaka. Moi j'ai un gros rapport avec Osaka. Du coup souvent je me clash avec des gens qui préfèrent les adeptes de Tokyo. Ouais. Donc j'avais envie un peu de discuter avec quelqu'un qui connaît super bien Osaka pour le mettre un peu en valeur. Pas seulement ça, mais ça fait un petit moment. Quand tu dis ancien, ça fait combien de temps? Plus de 10 ans que tu es au Japon? Ça fait 15 ans. 15 ans que j'ai un pied à terre au Japon. Pareil du coup. Enfin, c'est la première fois que je suis venue au Japon, c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Enfin, la première fois que je suis venu au Japon, c'était en 2006. Ouais, donc non, encore plus. Mais c'était que en voyage. Je me suis resté 3 mois quand même la première fois. Alors avant qu'on rentre là-dedans, est-ce que tu peux brièvement te présenter vite fait? Ok, alors moi je m'appelle Angelo, j'ai bientôt 41 ans et je suis français de Strasbourg, d'où la petite blague du début, donc représente l'Alsace. Alsacien d'Osaka. Donc si vous voulez, on fait toute le podcast avec l'accent alsacien, il y a pas de problème. Vas-y, comme ça différenciera les autres, les Parisiens. Donc lo facciamo in italiano come vuoi tu. In italiano anche. In italiano non sicuro che capisco. On va rester en français. Je suis marié avec une japonaise, je suis installé à Osaka depuis 15 ans. Et je travaille dans le tourisme au Japon depuis 2009. 2009 déjà. Ouais. J'ai même commencé à avoir un petit pied dans le milieu dès 2008, mais on va dire les choses concrètes se mettent en place en 2009. Et très rapidement, j'ai commencé à m'intéresser à la ville d'Osaka parce que ma copine de l'époque, qui est mon épouse aujourd'hui, est d'Osaka. Sur la longue durée en plus. Ouais, carrément. Et et je m'étais rendu compte en explorant la ville parce que je faisais beaucoup de photos à l'époque. Et quand tu fais de la photo, t'es amené à explorer, à te balader, à aller chercher, fouiner, monter dans les tours, et surtout d'aller là où on t'attend pas. Je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait dit sur la ville et ce que je vivais après sur place, c'était quand même en décalage. À quel niveau? Enfin, qu'est-ce qu'on te disait sur la ville? On disait que c'était une ville, en gros, qu'Osaka, à l'époque, c'est ce qui se disait. Il y a des restes encore aujourd'hui, mais l'image d'Osaka s'est bien améliorée. Mais c'était une ville qui n'avait aucune histoire, aucun patrimoine. En gros, elle a été rasée pendant la Seconde Guerre mondiale et ils ont coulé une dalle de béton sur toute la surface de la ville et ils ont construit des immeubles dessus. Que donc, ça n'a aucun intérêt, que c'est juste bien éventuellement pour manger le soir, sortir. Et il y a pas de vieilles maisons, il y a pas de vie de quartier, enfin voilà, aucun truc, c'est industriel. J'adore cette phrase, c'est industriel. C'est industriel, ouais. Alors que dire qu'une ville est industrielle au Japon, c'est comme dire qu'il y a une église dans une ville en France, tu vois, c'est pareil, si vous êtes dans un pays industriel, même Kyoto est une ville, peut être considérée comme une ville industrielle parce que une bonne partie du sud de la ville de Kyoto est hyper industrielle. Donc le Japon est un pays industriel, donc c'est quelque part ça veut rien dire. Et puis je me baladais, je voyais plein de vieilles baraques, je voyais des petits quartiers, des endroits où tu as l'impression d'être encore plus dans le Japon traditionnel que certains endroits même à Kyoto, tu vois. Donc et puis il y avait des espaces verts, il y avait toutes sortes de choses.
Et je me suis dit, bah, c'est intéressant, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose pour changer ça. Et donc, j'ai commencé à développer des visites sur Osaka, vraiment spécialisées sur Osaka. Déjà? Non, ça c'est un peu plus tard parce que, on va dire en 2006, je viens à Osaka la première fois, mais j'ai pas spécialement d'attache avec la ville. J'avais remarqué assez rapidement en voyage qu'en 3-4 jours ici, il m'arrivait plus de trucs marrants à raconter que, par exemple, en 2 semaines à Tokyo. Sur le plan humain, je parle des gens, la rencontre avec les gens. Ouais. Mais j'avais pas spécialement de trucs. Et toutes les villes, je les aime bien. Moi, j'aime bien Tokyo aussi, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, c'est cette envie de changer un petit peu l'image qu'on a de la ville. Donc j'ai commencé à le faire à partir de vraiment concrètement à partir de 2012. Et là en 2012, je commence vraiment à me montrer sur internet et à dire venez à Osaka. C'est là que tu as commencé tes vidéos sur YouTube ou tu avais déjà commencé? Alors les vidéos sur YouTube, c'est un truc un petit peu différent parce que j'avais commencé moi à la base avant de faire de la photo, je fais de la vidéo. J'avais une assoce avec un pote au lycée, on faisait des courts-métrages, on a fait plein de trucs dans le cinéma, enfin dans les courts-métrages. C'est pour ça qu'il m'expliquait un peu mon matos là. J'ai été peut-être un des premiers à venir au Japon en voyage et à filmer le voyage en fait. Et voilà, c'est au tour de notre ami Angelo. Je me rendais pas compte à l'époque, mais au final, quand on a commencé à poster ces vidéos sur YouTube ou sur Dailymotion, à l'époque, bah, on était parmi les précurseurs. Mais tout ça s'est mis de côté, notamment après Fukushima. On doit passer à autre chose. Et moi, le tourisme a pris le dessus sur la partie, on va dire, vidéo. Ouais. Et j'ai commencé à m'installer sur place et j'ai lancé vraiment le côté touristique qu'on crée à fond au Japon. Donc voilà, les vidéos que j'ai fait après Musubi, ça c'est quelque chose que j'ai fait pendant le Covid parce que j'avais du temps libre pour relancer des vidéos qui sont sur le Japon, tu vois. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Je vous mettrai la page d'ailleurs. Ouais, alors j'ai pas le temps parce que je fais ça à mes heures perdues. Tu t'en occupes plus trop. Et j'ai pas le temps. Mais les vidéos qu'il y a dessus sont intéressantes. C'est des vidéos assez pointues sur le Japon pour vraiment un peu casser les clichés qu'on a sur le pays. Mais c'est ce que je fais déjà de toute façon dans mon travail aujourd'hui, principalement plutôt que de montrer simplement des endroits jolis à visiter. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'aller un petit peu travailler sur ce que les gens pensent du Japon. Essayer de mettre le curseur des connaissances qu'ils ont sur le Japon et de les mettre à un autre endroit, de les mettre à un endroit qui pour moi me paraît plus réel et casser un petit peu, tu sais, juste cette vision folklorique ou exotique du pays pour être plus ancré dans la réalité du quotidien des Japonais, quoi. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Au début, quand je guidais, c'était un petit peu différent, mais le rapport que j'ai au Japon fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de casser les clichés, d'être dans quelque chose de plus nuancé. Et c'est ce que j'ai fait dans les vidéos et c'est ce que je fais au quotidien dans mon guidage aujourd'hui, quoi. Et Osaka est un super terrain de jeu pour justement approfondir ces questions-là. Du coup, quand tes clients, ils finissent une journée avec toi, ils ont toute une autre perspective même. Bah en fait, de la ville. C'est ce que je leur montre, c'est que l'éventail de ce qu'est le Japon, le prisme du Japon, j'essaye de l'élargir. Ils viennent en général, ils terminent à Osaka et ils ont une vision assez arrêtée de ce qu'est le Japon parce qu'ils ont fait 2 semaines de guidage, de visite relativement classiques, ils ont vu ce qu'il fallait voir. Et ils arrivent à Osaka, on pourrait faire des trucs classiques, mais moi souvent je leur dis bah venez, on va un petit peu nuancer ce que vous avez vu depuis 2 semaines. Et donc on élargit l'éventail des possibilités de ce qu'est le Japon pour nuancer ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. Et ils ont une vision plus humaine, moins parfaite, plus quelque chose qui les rassure quelque part parce qu'il y a une image tellement presque parfaite du pays quand tu arrives comme ça la première fois. Moi, j'ai des clients, ils ont presque des complexes d'infériorité, quoi. Ah ouais? En mode, tout est parfait, tout est propre, il y a pas de SDF, il y a pas de voleurs, il y a pas de tout le monde est gentil. Mais est-ce qu'ils ont aussi ce truc-là? C'est vrai, hein, quelque part, mais c'est un peu surfait, ces questions-là. Ouais, on est d'accord. Mais même, tu sais, au niveau de l'attitude avec les Japonais, comme il y a beaucoup de politesse, d'omotenashi, est-ce que des clients, quand ils arrivent, ils sont un peu en mode est-ce que je fais les choses bien? Avant de venir, ils sont en stress de faire des impairs. Donc ils vont lire plein de bouquins, de guides qui leur disent faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, et ils sont en stress, ils sont en panique. Alors que les Japonais sont les premiers à ne pas tenir rigueur de ça. S'ils voient que t'es bien intentionné, même si tu fais une erreur,
Ouais. Ça va les faire marrer en fait, le fait de planter les baguettes dans le riz ou ce genre de choses. Les Japonais ils vont voir ça et faire oh purée, mais ils vont pas t'en vouloir en fait. Donc faut pas se stresser tant que tu montres que t'es bien intentionné, que t'as de la bonne volonté, que tu prends ça avec légèreté, avec sourire, et que si tu fais une erreur tu t'excuses. Les Japonais ils sont contents, ils attendent pas de toi que tu puisses réagir comme eux. Donc faut pas se stresser plus que ça. Et ils ont vraiment peur de ça, et moi je les apprends un peu à se détendre, et en général ça se passe bien. Mais ouais, même les formules de politesse, et c'est marrant parce qu'il y a des trucs qui sont dits qui sont assez fausses, comme le fait que par exemple arigato ça veut dire merci, et arigato gozaimasu ça veut dire merci beaucoup. Alors que pas du tout, gozaimasu, à aucun moment gozaimasu ça veut dire beaucoup. Moi je le dis souvent, arigato c'est je te remercie, arigato gozaimasu c'est je vous remercie. C'est juste une différence de niveau de langage. Et déjà là, tous ces petits trucs font que sont un peu plus à l'aise, avec un peu plus détente. Et puis ils voient que moi je tape des blagues avec les gens que je connais. Osaka c'est plus facile aussi, mais quand même. Et ils se prêtent au jeu. Mais ils sont de toute façon contents, et ils trouvent que les Japonais sont cool et accueillants partout. Mais j'ai même pas besoin forcément de le montrer. Ils sont là depuis la veille, ils me disent tout de suite, ils sont détendus à Osaka. Ils me le disent, hein. Ils remarquent d'eux-mêmes. Ils remarquent direct, ils me font, c'est détendu, il y a plus de spontanéité, il y a plus de variations au niveau des habits, de styles différents, de couleurs, ils me le disent. Ils me disent c'est plus le bordel aussi, c'est un peu plus sale dans la rue. Mais ça dépend où on va à Osaka, hein, parce que il y a des quartiers, tu peux manger par terre, hein. Tiens, par exemple, un truc qui me vient, là, c'est que souvent, le premier truc qu'on me dit, c'est Osaka, c'est sale. Ouais. Mais souvent, en fait, le problème, c'est que les deux grosses zones que les gens vont visiter à Osaka, Dotonbori sont Shinsekai et Namba Dotonbori, et effectivement, même si c'est pas le cas de partout à Namba, c'est assez, c'est populaire et un petit peu sale. Mais Osaka, c'est 2 fois plus grand que Paris, juste intramuros. Donc t'imagines qu'il y a plein de quartiers différents. Donc pour pouvoir vraiment comparer Osaka à une autre ville, il faudrait que tu puisses comparer ce type de quartier de cette ville avec un équivalent dans une autre ville. En fait, ils comparent à Tokyo, tu vois. Ouais, mais Tokyo, ils sont allés ailleurs que dans les Kabukicho. Si tu vas à Kabukicho le soir à Shinjuku à 23h, c'est comme Dotonbori, hein. C'est même pire en fait, sur certains coins. Donc c'est ça la différence. Si ils baladent ailleurs à Umeda et autres. Remarque qu'on m'a fait quand j'ai dit la même chose. On m'a sorti. Oui, mais au moins à Tokyo, il nettoie. Moi aussi, ça nettoie à Dotonbori aussi, hein. Ça nettoie grave. Mais oui, après c'est assez vrai que globalement c'est une ville qui est un petit peu moins à cheval sur le paraître. Et ça, c'est un point important parce que le Japon, c'est un pays dans lequel le paraître est vraiment important. Primordial, c'est le pays de la forme, du paraître. Il faut que tout soit en surface parfait. Et après, quand tu grattes, si c'est un peu le bordel, c'est pas très grave. Et je peux vous garantir que c'est souvent le bordel au Japon quand on se met à gratter. C'est le pays des poupées russes. Ouais. Tu l'ouvres, t'en as une autre derrière, et puis à la fin, la dernière, c'est vraiment le bordel. Donc c'est le pays des boîtes noires en fait, c'est une autre expression qu'on utilise. Tout à fait. Donc Osaka est clairement la ville du Japon qui est le moins à cheval sur ça. Elle est comme elle est, ça te plaît c'est bien, ça te plaît pas, nous on s'en fout, nous on fait les gens d'Osaka, ils sont comme ils sont, ils ont leur petit îlot culturel et ils vont pas le changer forcément pour les autres. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Et le fait que ce soit propre, faut aussi se rendre compte que c'est beaucoup parce qu'on nettoie. Et pour ça coûte de l'argent. Donc c'est aussi quelque chose, où est-ce qu'on va mettre de l'argent, comment on va faire. Et les quartiers qui sont censés être propres et être vitrines à Osaka sont tout aussi propres, voire plus propres que certains autres quartiers d'autres villes. Tu vois, Umeda, Nakanoshima, tu vas dans plein de quartiers, c'est même vraiment joli en termes d'urbanisme et d'aménagement moderne. Ouais. Bah, le problème, c'est que les gens, ils vont toujours aux mêmes endroits. Ils vont toujours aux mêmes endroits et tu peux pas avoir un avis tu peux pas avoir une opinion qui soit, juste d'une ville aussi grande en étant aussi peu de temps sur place et en te concentrant que sur 2-3 quartiers. C'est pas possible, en fait. Ouais. Donc, c'est assez vrai sur l'impression qu'ils ont, parce qu'il faut pas non plus contredire ce qu'ils ont eu comme impression. S'ils l'ont ressenti, c'est qu'il y a une part de vérité. Le problématique, c'est pas ça. La problématique, c'est de réduire Osaka à ça. Et donc, c'est là que mon travail est dans la nuance. Mais c'est vrai pour tout. Moi, tu vois, souvent, on va me dire, on va imaginer que j'aime pas Tokyo.
parce que je défends Osaka. Mais pas du tout. Tokyo, c'est une ville que j'aime beaucoup. Le problème, c'est pas Tokyo, c'est le traitement qu'on a envers Tokyo qui me dérange parfois. C'est-à-dire une espèce de privilège, le côté un peu dans toutes les capitales du monde, hein, j'ai envie de dire. Quand c'est tokyoïte, c'est forcément bien. Mais si t'as la même chose dans une autre ville, tu l'as à Tokyo. Alors qu'en fait, souvent, le truc vient même pas de Tokyo. Ça a commencé dans telle ou telle ville ailleurs. Ouais. Tokyo a copié le machin à l'époque. Et maintenant, c'est bon, t'as pas besoin de le faire ailleurs, tu l'as à Tokyo. Mais en réalité, souvent, quand tu regardes l'histoire, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est antérieur qui a été emmené, à Tokyo, qui est une des villes les plus récentes du pays. Et c'est un petit peu dommage, juste le traitement, en fait. Ouais. Et pas la ville en tant que telle. Du coup, j'ai un truc qui me vient aussi. Ouais. Récemment, j'ai vu une story qui m'a un peu contrariée, mais de dire, je ne comprends pas pourquoi les gens, quand ils viennent au Japon, ils s'arrêtent à Osaka. J'ai vu beaucoup de touristes, énormément, je te rappelle, énormément, et en 3 semaines, quand quelqu'un a 4 semaines, je veux bien qu'il s'arrête à Osaka, mais pour 3 semaines au Japon, je vous conseille de faire Tokyo. Une fois que vous avez fait Tokyo, c'est bon, Osaka, c'est pas la peine. Ouais. Parce qu'on va souvent considérer que Tokyo est une grande ville et que Osaka aussi, et que la seule très grande ville à faire dans ce pays, c'est Tokyo. Les autres, ça sert à rien. Une fois que t'as vu celle-là, t'as vu toutes les autres. Voilà, et il y a aucun intérêt. C'est comme le fait de présenter Osaka comme une petite Tokyo, par exemple. C'est pas mal ça. C'est ce qu'on va me dire des fois, quoi. Après, les gens, ils ont besoin d'avoir des référents, tu sais, pour après. Ouais, mais Tokyo, c'est quand même. Pour un petit peu, en termes de taille, oui, c'est plus petit. Par contre, si c'est petit dans le sens petite sœur, non, Osaka est plus vieille que Tokyo. C'est même plus vieux que Kyoto, plus vieux que Nara. Mais je comprends l'envie d'essayer de mettre dans des cases pour un peu sortir, dégrossir toutes ces informations. Mais c'est caricatural parce que chaque ville devrait pouvoir être appréciée en tant que telle sans avoir à passer par un prisme un truc de comparaison, ouais. Et un truc de comparaison et autres. Et Osaka, c'est assez étonnant qu'elle soit pas dans les villes à visiter au départ, parce que si tu demandes à un Japonais de te citer une ville parmi les villes qui sont particulières dans le pays, souvent Osaka revient en tête de liste comme un îlot culturel un peu spécial. Tu vas demander souvent aux Japonais du reste du Japon de citer un endroit où les gens sont pas comme les autres, ils vont te citer Osaka souvent. Et à partir du moment où tu as qu'un endroit qui est considéré comme un endroit un peu particulier, ça devient intéressant de le visiter dans un pays. Parce que tu vas découvrir un nouveau truc, et quand tu comprends quelque chose qui est alternatif à la masse, ça te permet aussi de mieux comprendre la masse. Donc en visitant Osaka, tu découvres Osaka, mais tu découvres aussi un peu mieux quelle est la réalité en dehors d'Osaka. La réalité qu'on connaît un petit peu classique du Japon. Mais c'est intéressant de varier les approches qu'on a du pays. Et Osaka a énormément de caractère. C'est une ville qui a énormément de caractère, même si elle pêche un peu sur le patrimoine historique, culturel à visiter, ça c'est clair. On va pas faire le poids face à des villes comme Kyoto. Et c'est pas son objectif non plus. Mais justement, comme elle est pas dans la même catégorie que plein d'autres villes, c'est intéressant d'y aller pour voir des endroits qui sont pas retrouvables. C'est pas du français, ça me sera qu'on peut pas retrouver ailleurs. Comme Dotonbori par exemple. Alors c'est touristique à fond aujourd'hui, il y a un monde de dingue. Mais Dotonbori le soir, moi j'ai les clients, ils me le disent. Ils disent on pensait que c'était à Tokyo qu'on aurait fait le quartier nocturne le plus taré, le plus fou. Mais Dotonbori explose tout ce qu'ils ont fait à Tokyo, tu vois. Donc ne serait-ce que pour ça. Ça vaut le coup de venir, même si c'est fatigant, il y a un monde de fous, mais ne serait-ce que de voir ça, parce qu'il y a aucun moment à Tokyo tu vas avoir cette ambiance-là. À aucun moment t'as ce délire, on a l'impression d'être dans un parc d'attractions à ciel ouvert. À aucun moment t'auras cette surenchère de kitsch là, qui est vraiment marrante. On aime le kitsch quand même. Et qui est assumé complètement comme quelque chose de kitsch par les habitants. Mais même ils aiment ça. Ils aiment ça. Les Japonais en fait, ils passent du zen minimaliste et épuré au kitsch le plus rentre dans l'art que tu peux avoir dans le monde. Et ils sont souvent comme ça en fait. Si tu regardes, ils sont souvent très raffinés sur plein d'aspects, et puis ils ont un humour vachement pipi caca. Ouais. Tu vas avoir comme ça des contradictions. Après, ils sont pas contraires, on va dire. Ça peut être justement, ça c'est tellement sérieux à des moments qu'il faut décompresser. Et tu peux pas comprendre le Japon en ne regardant que les temples zen et ça. Et en ne gardant que ça, le kimono, le raffinement, la cérémonie du thé, tous ces trucs-là, c'est qu'un aspect du Japon qui d'ailleurs est très très loin d'être la réalité des Japonais au quotidien.
Je peux te garantir qu'il y en a pas beaucoup qui font la cérémonie du thé. Pour eux, le thé, c'est la pet bottle en plastique verte qu'ils achètent au 7-Eleven. Mais c'est bien de voir cet aspect-là, mais c'est bien aussi de comprendre comment est-ce qu'ils décompressent et à quel moment ils vont décompresser. Et Osaka, pour ça, le soir, c'est vraiment top. Mais la ville ne se limite pas qu'à ça. Donc, ne serait-ce que pour cet aspect d'Otomboli, c'est impressionnant, c'est vraiment intéressant. Et puis après, c'est aussi une ville où, comme je le disais avant, elle est moins regardante sur ses apparences, sur le paraître, sur le candidaton. Et donc, quand on veut commencer à gratter et voir ce qu'il y a en dessous de la surface, voir la réalité de la vie, de la société, de la réalité sociale, bah, c'est un terrain de jeu qui est super. Et si on dit que c'est ça aussi, c'est parce que la ville d'Osaka assume beaucoup plus ses quartiers populaires, un peu moins bien fagotés que les autres. Alors que c'est que les quartiers dits populaires ou un peu sales que t'as dans les autres villes, la ville va tout faire pour que le touriste n'y aille pas. Si tu veux aller dans des quartiers crado avec des mecs qui baignent dans leur pipi à 7 heures du mat après avoir vu toute la nuit, il y a ce qu'il faut, hein. Mais en général, le touriste n'est pas amené à voir ça. Mais si tu cherches, tu vas dans les banlieues, tu vas avoir des trucs assez costauds à Tokyo, quoi. Donc les SDF, c'est pareil, ils sont juste poussés de plus en plus loin. À l'extérieur. Moi, quand je suis venu en 2006 à Tokyo, la première fois, je suis allé à Ueno et le parc de Ueno, c'était SDF Land. Il y avait que ça. Il y avait que des bâches bleues, des cartons partout. La gare d'Ueno, la nuit, t'avais tous les SDF qui venaient foutre leurs cartons dans l'espace couvert pour être à l'abri de la pluie. Et la gare de Ueno, c'était SDF Eki, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment impressionnant. Et là, t'en as presque plus. Ils ont pas disparu pour autant. Ils ont juste. Ils ont poussé, mais comme dans toutes les villes du monde. Hein. Ouais, ici c'est pareil. Hein, ils en ont viré à plein d'endroits aussi. Ils font un peu le ménage, mais ils règlent pas forcément le problème. Donc mais par exemple, tu vois, je pense à Nishinari. Ouais. En ce moment, je vois plein de vidéos TikTok, machin qui passent. C'est la mode de faire ouah, je suis dans le quartier le plus dangereux du Japon et tout. Ouais. Et généralement ils disent ah, c'est à Osaka, c'est Nishinari. Alors que Nishinari aussi, ils ont fait un purée de travail de rénovation et de renouvellement en fait. C'est plus le quartier. Si t'allais à Nishinari dans les années 70-80 ou même un peu avant, mais surtout 70-80, ouais, c'était un peu plus chaud quoi. Là, ça va. Bon, tu vois des trucs hein. Il y a toujours. Moi, ça m'arrive, je fais des visites où vraiment les gens ils me disent vas-y, on va faire du deep. Je veux que tu me montres le deep Japan, je veux que tu me montres ce qu'on voit pas ailleurs. Je veux aller voir l'envers du décor. Et donc, du coup, tu vas à Nishinari. Ça m'arrive d'y aller. Et tu peux voir les évaporés, tu peux voir des gens qui squattent, des sans-emploi, tu vas voir les journaliers, tu vas voir la distribution de la soupe populaire. Voilà. Tu vas voir des choses comme ça, quoi. Mais c'est quand des gens veulent vraiment, et on n'y va pas par voyeurisme, hein. Ça aussi, hein. C'est vraiment pour essayer de comprendre. C'est important de le dire parce que il y en a qui font des vidéos YouTube exprès pour Non, faut pas, parce que ça reste un espace de vie où il y a des gens, quoi, des êtres humains. On le fait pour comprendre. Et pas de photos, pas rien de tout ça. Moi, je leur dis déjà, hein, pas de photos. On va pas, c'est pas un zoo, quoi. Donc ça, c'est des choses qui se font. Mais il y a des quartiers comme Nishinari dans toutes les grandes villes du Japon. C'est juste que on va en parler un peu plus à Osaka. Parce qu'on y va pour ça, on va chercher pour ça. Et Nishinari est devenu connu parce qu'en fait, c'est le premier quartier un des premiers quartiers où ils ont transformé des hôtels pour les journaliers, justement, des logements sociaux et tout ça, en chambres pour des guest house, pour les backpackers. Et moi je dormais à Osaka à l'époque, là, dans ces trucs-là, et tu dormais pour 1500 yens la nuit, quoi. Donc tu te retrouvais dans ce quartier-là un peu par hasard. Mélangé avec la population. Et tu voyais des trucs que tu voyais pas ailleurs, et c'est ça aussi qui a fait que les gens ont commencé à connaître. Mais t'avais des quartiers équivalents à Tokyo, tu vas vers Arakawa, tu vas avoir des trucs similaires. Tu as ça à Yokohama, t'as ça dans toutes les grandes villes en fait. Tu vas avoir des quartiers comme ça. Comment t'expliques que Osaka c'est vraiment, elle a cette réputation alors que les autres non? Bah après il y a un côté, alors du côté japonais, il y a une utilisation faite par Osaka dans les médias, notamment le cinéma, comme une ville de yakuza, de bad boy et tout ça, parce que souvent le dialecte d'Osaka a été utilisé dans le cinéma de gangsters des années 60
pour ils prenaient des aujourd'hui quand ils mettent des bad boys en des scène, bad boys, ouais, c'est très cliché. l'action d'Osaka, ils parlent Osaka souvent, ouais. Et alors que c'est qu'une image qui est utilisée parce que c'est une manière de parler qui est un peu intimidante quand ils s'énervent, un peu plus qu'ailleurs. Ouais. Mais pas forcément, parce que tu regardes des films de Kitano. Mais tu sais que, tiens, je suis désolée, je t'interromps, mais là, aujourd'hui, c'est ça qui est marrant. Je parlais de ça à mon mari ce matin, il regardait la télé, et ils expliquaient à la télé que les arnaques au téléphone et tout ça, il y en avait eu moins à Osaka que dans le reste du Japon, justement parce que quand les gens parlent, ça fait flipper. Ça fait plus flipper. Ils ont l'accent d'Osaka. Et quand ils ont fait un petit peu le bilan des arnaques téléphoniques qu'il y avait eu un petit peu dans tout le Japon, Osaka, c'était là où il y avait eu le moins d'arnaques. Ouais. Après, il y a un autre facteur à prendre en compte là-dedans, j'imagine, c'est que les gens d'Osaka sont moins facilement arnaquables. Ils sont moins bernés. Et ils ont un peu plus de, souvent, pas tous, ils ont un peu plus de jugeote sur tiens. Ouais, donc il y a plus de spontanéité, il y a un peu plus de bordel, c'est vrai, Osaka, ce qui fait que les gens sont un peu plus aptes à même d'analyser, d'être face à des situations qui sortent des clous. C'est pour ça qu'en fait, si tu regardes le nombre de Japonais qui sont expatriés à l'étranger ou qui sont immigrés à l'étranger et qui arrivent à vivre longtemps à l'étranger dans des pays vraiment différents du leur, et à s'intégrer, à durer longtemps, t'as énormément de gens qui sont du coin. Ouais, ça peut être Kobe aussi, hein, mais des gens du Kansai. Beaucoup plus parce qu'ils ont un peu plus cette capacité à faire face à l'imprévu, à des choses plus spontanées, à sortir un peu des rails. Donc ça j'ai réussi à sortir mon mari du Japon pour ça, je pense. Ouais. Mais t'en as plein. Paris quand même. À Paris, t'as pas mal de gens d'Osaka qui tiennent longtemps, ceux qui arrivent vraiment à tenir longtemps. Moi, j'avais déjà remarqué ça même à l'époque à la fac et tout. Les Japonais qui arrivaient à bien s'intégrer, beaucoup d'Osaka et sa région autour, parce que ça du Kansai, quoi, on peut dire. Ouais, globalement le Kansai. Pas trop de Kyotoite, mais un peu moins, mais tu peux en avoir. Mais ouais, en tout cas, l'utilisation du dialecte d'Osaka dans le cinéma pour donner cet aspect un peu dramatique, cinématographique, c'est une chose qui amène à un cliché de la ville d'Osaka pour les Japonais, d'un truc un petit peu rentre dedans, un petit peu gangster, alors que techniquement il y a plus de yakuza à Tokyo, par exemple. Largement, ouais. Et en fait, tu vas avoir par exemple même Kobe, qui est la ville d'origine du plus gros clan de yakuza historique. Je voulais pas le citer, mais ouais. Donc tu peux, tu sais, à l'époque ils avaient un compte Twitter. Un compte Twitter. Mais moi j'ai vu plus de yakuza dans certains quartiers à Tokyo qu'ici, quoi. Ici t'en as, mais c'est pas non plus le truc tu cherches. De toute façon, ils sont en train de disparaître à la limite, donc c'est pas quelque chose d'hyper courant. Mais donc il y a ça c'est du côté japonais. Mais de notre côté à nous, c'est plutôt un peu le hasard des choses qui, je sais pas, c'est un peu compliqué, mais comment est-ce qu'on a commencé à parler d'Osaka? Par quel quartier on a commencé à parler d'Osaka? Nous, les Occidentaux, quelles ont été nos portes d'entrée? Effectivement, on a dormi plus souvent dans les cartes fraîches de ces quartiers-là, donc on va en parler pour Osaka et pas pour les autres villes. Il y a plusieurs facteurs qui amènent à ça, où c'est plus visible. On va plus facilement, la ville étant moins grande aussi que Tokyo, plus facilement, en quelques lignes de métro, tu peux arriver dans les quartiers où tu sens que c'est le Japon un peu laissé pour compte, que tu vas avoir à Tokyo, mais faut quand même un peu sortir, quoi. Quand tu restes dans les pourtours de la Yamanote, voire plus, c'est pas évident de voir ça. Et les autres villes, en général, tu fais que les 2-3 trucs touristiques à faire. Donc voilà. Mais Tokyo est globalement la seule ville que le voyageur étranger va visiter vraiment de manière approfondie. Oui, c'est vrai. Il va rester 4-5 jours ou une semaine voire plus, et il va avoir le temps de prendre le vélo et d'aller partir à l'aventure dans Tokyo et découvrir des quartiers qui sont charmants comme tout, en imaginant qu'il y a que à Tokyo que tu as ces quartiers-là, alors que tu as exactement le même dans quasiment toutes les villes du Japon si tu vas faire la même démarche. Oui, d'accord. Donc en fait, moi, ce que je disais avant sur le traitement de Tokyo, moi j'ai aucun problème avec Tokyo, c'est une ville que j'aime beaucoup, mais ce qui me dérange, ce qui me gratouille, c'est quand on lui... Ce qui gratouille, j'aime bien. C'est quand on lui attribue des spécificités qui lui sont pas du tout exclusives. T'as un exemple comme ça? Non, mais ouais, je sais pas moi, le fait que dans l'urbanisme notamment, le fait que tu vas avoir les gratte-ciel et les baraques juste à côté avec le côté très très calme.
c'est des choses que tu as aussi à Osaka, voire même à Nagoya, si tu cherches un petit peu, à mon avis, tu vas en avoir. Peut-être moins, hein, d'accord, peut-être, mais c'est des choses que tu as un peu partout, parce que s'il y a bien un truc qui est identique dans tout le Japon, c'est l'urbanisme. La seule différence, c'est là où il y a de l'argent, plus il y a d'argent, plus il y a de tours et de gratte-ciel. Mais l'urbanisme japonais répond aux mêmes critères, aux mêmes codes et aux mêmes besoins dans tout le pays. Donc quand tu vas dire à Tokyo, c'est comme ça, la ville est déconstruite et reconstruite en permanence, parce que, mais c'est vrai dans tout le pays, en fait. Ouais. Dans tout le pays. Ici, tous les ans, quand je viens, je me paume. Ouais, je t'en parlais en off. Parce que ça change tout le temps. Ouais. Là, on est devant des travaux encore. Il y a des travaux partout. Et ça n'arrête pas, les villes se défont et se refont en permanence. Bien sûr, il y en a aussi un peu plus le cas, ça dépend de l'argent, parce que c'est pas la ville qui reconstruit la ville, c'est des entreprises privées qui contrôlent tout au Japon au niveau de la construction. Et donc ils ont les terrains et ils vont toujours faire du neuf pour pousser à la consommation. Ce qui drive tout ça, c'est l'envie de refaire du neuf pour pousser à la consommation. Qu'est-ce qui t'a fait venir au Japon? Pourquoi le Japon? Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'y installer? Tu vois, ça, c'est un truc qui m'intriguait un peu, enfin, qui m'intrigue. D'accord. Parce que quand même, comme t'es assez précurseur, tu vois, maintenant, si je vais pas demander à quelqu'un qui vient maintenant, qu'est-ce qui t'a attiré, pourquoi t'es venu au Japon, parce que c'est quand même assez. C'est la mode. C'est la mode, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, qu'est-ce qui a fait que t'es venu et que t'as voulu y rester? Alors moi, une de mes nourrices était vietnamienne quand j'étais petit. Et c'est pas le Japon, mais c'est déjà l'Asie, il y a déjà quelque chose d'asiatique qui est marqué là, et j'ai pas mal de souvenirs là-bas. Au Vietnam? Non, enfin chez cette nourrice. Ouais. Et ça, c'est un premier point. Ensuite, je voulais faire comme mon grand frère qui faisait de l'aïkido. Il y a 6 ans, je me retrouve sur les tatamis à faire de l'aïkido. Donc avec le salut, avec les prises en japonais, on compte en japonais. Donc il y a toutes les prises, hein, c'est Ikkyo, Nikkyo, Eliminage, tout ça. À l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, je comprends. Mais la langue, en fait, commence à rentrer dans l'oreille. Et puis les sonorités me plaisent pas mal. Je trouve que ça ressemble un peu à l'italien. Enfin, ça ressemble pas, mais il y a A, I, non, je vois ce que tu veux dire. Les prononciations, c'est ça. Il y a des trucs assez proches, en fait. Ouais. Et moi, je trouvais ça assez intéressant. Après, je suis la génération Dragon Ball, donc. Mais c'est pas ça qui me fait aller au Japon, mais ça fait rien, ça fait des références, ça fait des portes qui s'ouvrent, des trucs. Tu te dis tiens, bah j'aime bien. Mais l'aïkido, quand t'as commencé, tu savais que c'était japonais? Non, 6 ans. Bah, tu comprends que c'est pas un truc français, mais c'est un peu vague. Et même si on dit c'est japonais, bah tu vois que c'est un pays là. Il y a un peu loin. Et puis après, tu dis c'est le pays des ninjas, des samouraïs. Et quand t'es gamin, ça te parle. Mais oui, t'as pas des vrais katanas, mais tu vas avoir des. Je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, des katanas en bois que tu utilises en aïkido. Bon bref, tous ces petits trucs là qui sont. Puis il y a une certaine philosophie dans l'aïkido parce que c'est pas comme le judo où t'as pas de compète, t'as pas de sport, t'as pas le côté sportif, t'as que le côté martial et philosophique derrière. Donc cette espèce de côté apaisé, le côté respectueux du salut, tout ça, c'est des choses qui m'ont assez marqué. Quand t'es à la bourre, non, t'es pas à la bourre en fait, tu dois faire la chaise contre le mur, tu sais, sans chaise. Ouais. Tu connais, pendant 5 minutes. Donc t'es en retard une fois dans ta vie, pas deux. Et c'est cette discipline aussi quelque part qui structure un peu les rapports. Voilà, bon, il y a des choses qui sont intéressantes. La génération Dragon Ball. Et puis j'avais un planisphère dans ma chambre et je voyais que le pays le plus à l'est c'était le Japon. Et si tu continues d'aller à l'est, tu reviens sur le monde occidental. Et donc cette position extrême orientale, moi, me fascinait. Dans ma tête, ça voulait dire c'est le pays le plus différent de nous. C'est le pays qui a le plus de différences par rapport à là où je me trouve. Et cette différence-là, cette altérité-là, moi, quand j'étais jeune, c'était ce qui m'intéressait. Ça t'intriguait. Donc, quand j'étais gamin à l'école, dès qu'il y avait un Français qui avait des origines étrangères, peu importe l'origine, le pays, la nationalité, peu importe, ça devenait mon pote, en général. Parce que je préférais aller découvrir ça, aller manger chez lui, bouffer la bouffe de sa maman, que d'aller manger chez Nicolas, Jonathan et voilà quoi. Donc c'était bien chez eux aussi. Mais déjà quand t'as des origines ritales de base, c'était pas pareil. Bah déjà ouais, puis en fait je préfère largement manger chez les potes qui étaient turcs et marocains et tout ça. On mangeait souvent mieux d'ailleurs que chez Jonathan, David, parce que Jonathan, David, la maman elle bossait aussi, elle avait pas le temps de faire la popote, alors que chez les potes turcs, oh là là, le festin à la maison, et puis c'est bon en plus vraiment. Donc non mais ouais, cette espèce d'attirance pour la différence, pour les goûts différents, pour tu vois quand je mange un truc qui est nouveau dans un pays quelconque, la question est-ce que j'aime ou pas, je m'en fous. Je suis en train d'expérimenter quelque chose qui est nouveau, qui sort de mes habitudes, et c'est génial. Ça suffit. Ce que j'aime ou pas, c'est secondaire.
Si j'aime ça, c'est tant mieux, c'est un plus, mais c'est secondaire. C'est l'expérience de sortir de sa zone de confort qui est pour moi l'essence même du voyage. Si tu veux voyager et rester dans ta zone de confort, t'es pas fait pour voyager, tu restes chez toi à la maison. Donc chacun voyage comme il veut, hein, il fait ce qu'il veut, il y a du voyage pour tout le monde. Mais ma vision vraiment à moi du voyage, c'est de sortir de tes repères. Sentier battu. Ouais, On mais va arrêter de dire ça commence. c'est là le truc. Non, mais justement, ça c'est la phrase un peu galvaudée, mais même en étant dans un pays confortable comme le Japon, d'essayer de t'immerger dans la réalité des gens avec qui du pays que tu visites, parce qu'un pays c'est pas un parc d'attractions. Un pays c'est avant tout l'espace de vie de ses habitants. Donc quand tu vas dans un pays, t'essayes de faire ce que font les habitants. Moi c'est un peu comme ça que bien sûr il y a des choses à faire. Et c'est là où j'ai un problème de temps en temps avec certaines activités touristiques que je comprends qu'on fasse, c'est bien. Mais si c'est pas une activité que les locaux eux-mêmes vont faire, ou si c'est pas un plat que les locaux eux-mêmes vont manger, bon, tu peux goûter, c'est sympa, mais je vois pas spécialement l'intérêt. Tu parles de la cérémonie du thé là ou Non, pas fort. Ouais. Je rigole. Mais il peut y en avoir. Mais ce que je veux dire c'est alors moi ça me fait penser au fake Mario Kart là qui a ouais, ça c'est complètement débile. Après les gens ils font ce qu'ils veulent, mais c'est le côté parc d'attractions du pays que tu visites. Tu vois, il y a ce côté-là. C'est pas un parc d'attractions. Là. Après, t'es en mode voyage, tu délires, je comprends quelque part. Mais c'est pas ce que moi je vais respecter le plus en termes de voyage. Tu vas avoir, par exemple, la street food que t'as des fois au Japon, qui n'existe presque pas d'ailleurs dans ce pays, la street food. Mais la vraie street food, c'est un plat qui est utilisé par les locaux comme un plat à manger sur le pouce quand ils ont pas le temps, et qui culturellement est intégré dans la ville, dans l'utilisation des habitants qui utilisent ce truc-là. La plupart de la street food au Japon, la vraie street food, en fait, est pas du tout utilisée comme street food par les Japonais, voire pas consommée du tout. Et quand tu vas dans les quartiers touristiques, et c'est pas forcément touristique dans le sens que pour les étrangers, c'est pour les Japonais qui viennent d'autres villes aussi, il va y avoir des brochettes, plein de trucs à manger sur place dans les marchés et autres, qui sont pas du tout consommés par les gens de la ville, à aucun moment, quasiment, voire pas du tout. Et c'est sympa, tu kiffes, c'est bien. Mais je trouve ça moins intéressant que d'aller se mélanger avec les locaux qui, eux, vont aller dans une cantine, dans un quartier un peu plus loin derrière, où les menus, c'est des papiers sur le mur avec de la graisse collée dessus, tu vois. C'est sympa, ça. Bah, du coup, à Osaka, par exemple, t'aurais des conseils pour niveau bouffe, niveau street food et tout. Alors, on a tendance à dire tout le temps okonomiyaki, takoyaki. C'est un fait, c'est de la bouffe locale. C'est de la bouffe locale, C'est la première chose que mon mari bouffe quand il rentre. Ouais, mais c'est pas de la street food, l'okonomiyaki. L'okonomiyaki, pour toi, c'est pas de la street food? Bah si, enfin, plus le takoyaki, mais... Takoyaki, ouais. Le street food, c'est le fait de pouvoir acheter un truc dans la rue, de le manger en marchant ou un peu sur le pouce, ou d'être installé plus ou moins assis à moitié sur le trottoir vite fait, de manger un truc speed. C'est un peu hardcore, ouais. Au Japon... Qu'est-ce que tu conseillerais à part les takoyaki? Il y a pas grand-chose, hein. Non. Parce que même les takoyaki, les Japonais, à aucun moment, ils les mangent devant l'endroit où ils les achètent. À la base, les takoyaki, bon, déjà c'est à 3000 degrés. Les takoyaki, ils les achètent. S'ils les mangent pas dans un espace qui est un bar à takoyaki où tu peux les manger à l'intérieur, ils les achètent et les ramènent à la maison. C'est des plats à emporter, en fait. Et le fait de le manger debout comme ça, attendre 5 minutes parce que c'est à 8000 degrés, tu peux le faire. Il y a des Japonais qui vont le faire quand ils sont en voyage, mais en général, les locaux, c'est pas comme ça qu'ils mangent les takoyaki. Donc, tu vas avoir... au niveau de la bouffe, t'as un nombre incroyable de choses à manger à Osaka. Mais si tu veux de la street food, tu vas à Kuromon Ichiba, au marché de Kuromon ou à Dotonbori et t'auras ce qu'il faut. Mais tu vas avoir des choses qui sont pensées pour les touristes. Et moi, je vais pas du tout manger ce genre de choses dans ces quartiers-là, par exemple, aujourd'hui, même si c'est très bien et en tant que touriste, ça va être plaisant. Je préfère aller dans des quartiers plutôt tenus avec des locaux et avoir une mamie qui te fait des trucs, quoi. Là, c'est là que c'est intéressant. Faut aller voir les papiers, les mamies, c'est là que c'est le plus intéressant. Mais non, il y a pas grand-chose. Franchement, le Japon, c'est un des rares pays du monde où t'as globalement pas vraiment le droit de manger en marchant. T'as pas de poubelle. Je sais, je me balade avec la mienne là depuis tout à l'heure. C'est deux choses essentielles pour avoir de la street food dans un pays, c'est d'avoir des poubelles partout pour pouvoir balancer ton truc quand t'as marché 5 minutes avec ça sur le trottoir. Et en plus en marchant, tu peux le faire, les gens vont rien dire, mais c'est pas spécialement accepté partout. C'est surfait à fond.
Mais vraiment, quoi. Et c'est de la bouffe, c'est de la nourriture populaire, c'est du BQ gourmet comme on dit au Japon, le gourmet BQ de rang B. Il y a le rang A qui est un peu, tu vois, les bons restaurants, et il y a le rang B qui est un peu de la bouffe un peu facile, populaire. Les Japonais classent ça dans le BQ, ils classent pas ça dans le street food. Il y a un décalage de langage entre comment les Japonais voient ça et comment nous on voit ça. Et nous on voit ça par le prisme de la street. Alors que tout ce qui est street au Japon, globalement, c'est compliqué. Et c'est, voilà, donc tu vas manger ça dans des restaurants populaires, assis. Les Japonais, à la base, sont pas des fans de terrasse, sont pas des fans de bouffer sur le trottoir, sont pas des fans d'être installés à l'arrache sur le pouce. Le seul moment où ils ont cette culture-là, c'est pendant le hanami, sur les cerisiers en fleurs. Oui. Où il y a en gros ce truc-là. Mais sinon, les Japonais, ils aiment bien aller d'un point A à un point B, rester dans le point à l'intérieur. À l'abri du reste du flux de la ville, parce que pour eux, la rue, c'est un espace qui sert de manière fonctionnelle pour que les gens se déplacent, et pas un truc pour flâner, squatter. Donc c'est culturellement, il y a une différence d'approche, mais rien ne t'empêche de le faire. Tu peux le faire au Japon, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment ancré avec la consommation des habitants, quoi. Ouais. Donc, et on a encore dévié du coup. On a encore dévié. Mais tu parlais de mon parcours. C'est ça. Et j'ai commencé à étudier la langue moi au collège. La langue japonaise. Ah ouais, au collège? Tout seul, en autodidacte. J'ai commencé à faire des cours au lycée. Là, pour le coup, avec un professeur. Et j'ai passé le bac et je suis allé en fac de japonais. Il y avait le DUG à l'époque, c'était le DUG, il n'y avait pas la licence. Et en fac, j'avais demandé, est-ce que quand on est étudiant de japonais, qu'est-ce qu'on a comme option pour aller étudier directement au Japon? Des échanges, des bourses, des trucs. Et ils m'ont dit, non, en fait, les étudiants de japonais ne bénéficient d'aucun échange et d'aucune bourse pour aller étudier au Japon. Je dis, mais si c'est pas nous qui pouvons le faire, c'est qui alors? Et ils m'ont dit, le Japon, souvent, hein, ça a peut-être changé, ne cherche pas à avoir des gens qui aiment le Japon. Les Japonais, ils veulent à l'époque. Ouais, ils veulent des mathématiciens, des ingénieurs, des scientifiques. Ils veulent pas des fans du Japon. Et moi, je m'intéressais au pays au global, et c'est vrai que, voilà, je me destinais pas forcément à être dans ces voies techniques et scientifiques ou mathématiques, là. Et donc, à partir du moment où j'ai compris que je pouvais pas étudier au Japon, j'ai arrêté la fac. Je suis allé à bosser en intérim. J'ai fait les pires boulots du monde sur les péniches, sur le Rhin, en Alsace, à vider des cales de blé. Ah ouais? Ouais, je fais des sales boulots. J'ai vraiment fait des sales boulots pour payer mon premier voyage au Japon à 21 ans. Ouais, donc déjà, c'était... Ouais, c'était un fil rouge de ma vie. Et ce boulot-là, c'était vraiment affreux, quoi. Parce que tu bosses en hiver, souvent. Enfin, là, pour le coup, c'était l'hiver. Et les péniches arrivent des Pays-Bas avec des cales de 250 tonnes de blé. Et ils veulent avoir du chauffage, les gars qui arrivent dans leur péniche tranquille, quoi. Donc ils mettent le moteur et c'est des effluves de kérosène qui retombent dans les cales pendant que tu mets des coups de pelle et tout. Ah ouais. Et c'est super bien payé. Mais tu fais pas ça longtemps dans ta vie, tu perds 1 an d'espérance de vie par semaine. Donc, mais ça me payait, chaque coup de pelle me rapprochait du Japon, et je suis parti au Japon en 2006, je suis resté presque 3 mois, et je m'étais fait plein de contacts japonais à l'époque à la fac, parce qu'à l'époque il y avait des échanges avec plein de japonais qui étaient à Strasbourg, qui entre-temps étaient rentrés, donc voilà, je squattais chez eux, je dormais chez eux, j'étais heureux comme tout, je dormais par terre. Et ça a été une immersion complète parce que c'est presque 3 mois. C'était génial. À la fin, j'avais plus de thunes, j'avais plus d'argent. Je mangeais 2 onigiri par jour. Mais j'étais heureux, j'étais dans le pays, et puis c'était cool. À l'époque, le carrefour piéton de Shibuya en 2006, quand tu croisais un autre blanc, on se faisait salut, quoi. En mode, t'as vu, on est dans la même galère. Ça va, on n'a pas Google Maps, pas encore. Hein. Et c'est vrai que c'était autre chose, quoi. Et c'était encore pire, c'est que moi, j'ai déjà rencontré des gens qui sont arrivés dans les années 90. Ouais, ça. Et moi, à l'époque, les gens, ils étaient étonnés parce que le Japon est devenu un pays touristique depuis 2015-2016. Tourisme un peu de masse. Ouais, on a des gens qui commencent vraiment à venir de masse, qui viennent limite. Moi, je vais au Japon parce que j'ai entendu que c'est bien, on va aller voir. Voilà. Ça, c'est des gens que j'avais jamais moi en 2010. C'était que des gens qui avaient un intérêt spécifique pour le pays. Dès le départ, c'était des passionnés du Japon. Et les gens qui visitaient le Japon à l'époque, jusqu'il y a une dizaine d'années, c'est soit des businessmen, soit des artistes qui viennent parce qu'il y a des concerts, des trucs. Ou des gens qui aiment le pays pour X raisons. Des touristes un peu qui vont voir là parce qu'il y a de la lumière. C'est vraiment une nouveauté après Covid, ça. Hein. Un petit peu avant. On commence à le sentir 2017, 2018. Commence à en avoir là un petit peu. C'est nouveau. Moi, j'ai vraiment eu mes premiers gens qui sont on vient voir comme ça par curiosité. Ah bon, c'est bizarre, j'avais jamais eu quoi.
Et bah tant mieux, c'est bien. Et ils viennent sans a priori. Mais c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et donc en 2006, moi, quand je venais gamin de 21 ans qui se balade tout seul dans Tokyo, des fois, pas tout le monde, mais il y en a, ils disent qu'est-ce que tu fais là, en fait? Comment ça se fait qu'un gosse comme toi, qu'est-ce que t'es perdu? Qu'est-ce qui se passe? Et ça les intriguait, quoi. Donc c'est vrai que c'est complet. Il y avait 4 millions de touristes étrangers en gros à l'époque. Hein. Maintenant on est à 40 millions, donc c'est plus du tout le même délire. Mais ouais, c'est ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Je suis content d'avoir connu un peu ce Japon-là avant quoi. Et, ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir le pays avoir du succès comme ça. Ça fait plaisir aussi quelque part, quoi. En tant que guide, ça doit être bien aussi. Bah, il y a du boulot, mais ça fait bizarre de plus se battre pour une destination, parce que moi, c'est ce que j'ai dû faire aussi. Moi, avant de faire du travail dans le tourisme, je suis allé sonner à toutes les agences de voyage de ma ville pour demander comment ça se passe, est-ce que le Japon, ça intéresse ou quoi. Est-ce que le Japon, il y a de la demande, et tout le monde me disait le Japon, ça n'a aucun intérêt économique, ton histoire, petit gamin, si tu veux gagner de l'argent dans le tourisme, faut pas faire le Japon, quoi. Et j'en avais qui me disaient, tu sais, j'ai fait 7 fois le tour du monde, je suis allé partout, j'ai jamais mis les pieds au Japon, j'irai jamais. Des gens j'ai des gens qui me tenaient des discours en mode, mais t'es fou, pourquoi le Japon? Tu sais, en 2008-2009, c'était, l'intérêt, quoi. Et c'est, quand tu vois ce que c'est maintenant, c'est la plus forte progression touristique mondiale quasiment depuis 2015. C'est ouf, hein. C'est un truc de malade. Mais c'est bizarre de plus avoir à se battre pour que les gens viennent, même sur Osaka d'ailleurs. Déjà pour le Japon, c'est un peu le cas quand même. Il y avait des gens qui aimaient le Japon, mais il fallait quand même un peu montrer l'intérêt pour le pays. Pour Osaka. Et puis pour Osaka, c'est pareil. Et là, c'est marrant parce que ça commence à devenir mainstream. On commence à avoir des gens qui disent arrêtez de faire Tokyo, Kyoto, Osaka. Moi, je me suis battu pendant plus de 10 ans pour dire venez à Osaka un peu quand même, bordel. Et là, on est passé en 4 ans, on est passé de personne n'y va à faut plus y aller, il y a trop de monde. Allez, laissez-nous un peu kiffer là, les gens. Ça vient un petit peu parce ça vient juste d'arriver là. Non, mais en vrai, ça, il y a du monde et puis j'ai toujours eu pas mal de boulot. Mais c'est vrai que ça, le rapport à Osaka a changé. Là, pour le coup, c'est bien. Le bouche à oreille fait que vraiment les gens reviennent d'Osaka en disant que c'est cool. Donc les gens y vont. Et ça a complètement modifié le rapport. C'est une image un peu plus cool, ouais. Ouais, et c'est pas la communication qui a changé les choses, c'est le bouche à oreille. Pour le Japon, c'est pareil, c'est pas les publicités à l'étranger, venez welcome visit Japan qui ont fait que les gens sont venus au Japon, c'est des gens qui reviennent du Japon en disant c'est super. Et qui en parlent à leur entourage, les réseaux sociaux amplifient le truc, mais c'est vraiment le bouche à oreille, quoi, les réseaux sociaux, ça marche pour une certaine catégorie d'âge. Ceux qui voient de la lumière. Ouais, un petit peu. Mais on a énormément de touristes qui ont 65 ans, 70 ans aujourd'hui et qui, c'est pas du tout les réseaux, quoi. Et eux, ils viennent, et ils kiffent, quoi. Et la manière dont on visite a changé. La manière dont on fait du tourisme a changé. Il y a 40, 50 ans, même un petit peu avant, hein, 20 ans, 30 ans, on allait voir ce qu'il fallait voir et on disait, j'ai fait le Japon, j'ai fait l'Inde, j'ai fait. On commence à casser un peu ce truc-là. Et on commence à se dire tiens, je viens découvrir des gens, un pays, une société, une nation quelque part. Hein. Et on a un rapport, on voyage mieux, on a un rapport au voyage qui est de meilleure qualité globalement. C'est pas le cas de tout le monde, mais globalement, on voyage avec une approche qui est plus humaine et moins basée sur les spots à visiter. Et ça c'est appréciable. Et c'est ça qui fait aussi que notre rapport au Japon, d'un point de vue touristique, a changé. C'est pas le Japon qui a changé réellement, même s'il évolue. C'est notre rapport avec lui qui a la manière dont on va le voir qui a changé. Et la bouffe, c'est pareil. Tu regardes les textes des occidentaux, avant, il y a 20 ans, 30 ans, tout le monde revenait en disant que la bouffe était dégueulasse. Ah ouais? Il y a personne qui revenait du Japon en disant que la bouffe est bonne. Les missionnaires jésuites du XVIe siècle, aux voyageurs étrangers du XIXe pendant l'ère Meiji, ou aux businessmen qui débarquaient au Japon dans les années 60-70, il y avait un ou deux plats qui étaient sympas, il y avait des trucs sur le bœuf de temps en temps et quoi, mais globalement, les trucs crus et puis les goûts, même la soupe miso, ils trouvaient ça absolument immonde la plupart. Ouais. Le thé vert sans sucre, dégueulasse, bon bref. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ouais. On a changé. On a ouvert nos papilles et notre cœur et notre esprit à des goûts différents. Et c'est intéressant de voir comment ça a évolué. Le pays pour ça a évolué un peu, mais pas autant que notre manière de le voir. C'est intéressant. Comment tu penses que ça pourrait évoluer encore? Le tourisme au Japon, au global? Ouais.
C'est un peu plus complexe parce que là. C'est après on sait pas comment les choses vont évoluer, mais si le Japon continue d'être un pays qui est aussi touristique, qui est aussi qui cartonne autant, ça va quand même modifier la manière dont les locaux, c'est déjà le cas aujourd'hui, les locaux vivent. Ça commence à changer. Ouais, il y en a même qui commencent un peu à râler, mais c'est vrai que ça va très vite, ils ont pas le temps de voir le truc venir. Et tu sais, dans plein de villes très touristiques aujourd'hui, les locaux ont eu le temps de voir venir le fait que cet endroit où les locaux allaient, genre les Champs-Élysées dans les années 60, c'est pas les Champs-Élysées d'aujourd'hui. Dans les années 60, t'avais des Parisiens. Aujourd'hui, il faut le chercher, le Parisien aux Champs-Élysées. Il va ailleurs, tu vois. Oui, clairement. Au Japon, c'est allé super vite et ils se sont désappropriés. Quand un truc devient trop connu, trop touristique, ça change, ça évolue. Ça n'appartient plus vraiment aux habitants qui eux vont ailleurs. C'est ce qui se passe avec Dotonbori, c'est ce qui se passe avec différents quartiers comme ça. Et quand ça a le temps d'être digéré, ça va. Quand ça va très vite comme ici, des fois, ça peut être un petit peu problématique, quoi. Donc, mais bon, dans le monde entier, le tourisme de masse va apporter des problèmes, amener de l'argent, donc t'es content, mais amène aussi des problèmes. Et en général, tu deals avec ça, quoi. Et dans le monde entier, même en France, tout le monde apprend à vivre avec, et les Japonais vont devoir apprendre à vivre avec. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment, ça va se calmer? C'est genre le boom. Je pense que ça va arrêter de progresser, et ça va se stabiliser plus ou moins. À un moment donné, on va arriver au bout, mais ça dépend de plein de facteurs. Est-ce que le Japon bénéficie aussi au niveau touristique du fait qu'on voyage plus dans certains pays parce qu'il y a des guerres ou des tensions, ou une envie d'être dans des pays où tu te sens en sécurité plus que dans certains autres où c'est un peu plus compliqué. Et le Japon bénéficie de ça, mais toute l'Asie bénéficie de ça en fait, globalement, des pays assez sûrs. Ouais. Et donc la répartition du tourisme mondial a un petit peu évolué et le Japon bénéficie de ça aussi. Je pense que ça va continuer encore d'augmenter. Le Japon est capable d'accueillir encore des gens. Il faut juste faire un truc, c'est que disperser un peu plus le flux, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça le problème. Quand les gens reviennent, les repeaters, là, comme on dit, il faut qu'au bout d'un moment ils aillent ailleurs. Qu'ils aillent à la campagne, qu'ils aillent là où on les attend nourrir pas. Un petit peu. Et c'est là que c'est cool. Il y a des choses magnifiques à voir dans tout le Japon. Et ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Arrêtez de me demander des spots. Faites ce qu'il faut faire, que vous avez envie de faire quand vous êtes dans un endroit, une région, une ville. Et gardez-vous un jour ou deux à la fin. Rien prévu. Et vous partez de votre hôtel à pied et vous commencez à partir au feeling. Et là, vous allez rentrer dans des espaces, dans des endroits où on vous attend pas. Et pour peu que tu sois intéressé par les humains qu'il y a derrière, tu vas faire forcément des rencontres sympas. Parce que quand les Japonais voient des touristes à des endroits où ils sont pas censés être, le rapport est complètement différent. Différent, ouais. Oui, c'est vrai. Et là, ils te demandent, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu. Ouais, il se passe des trucs. Ça les fait marrer, tu vois. Ouais. Alors que dans les endroits touristiques, ils t'ont même pas calculé, tu vois. T'en es un parmi tant d'autres mais ça dépend. Si tu veux faire du tourisme, tu coches les cases, ou si tu veux rencontrer les gens. Et il y a des gens, ils sont pas intéressés par les humains. Je peux comprendre, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Ils vont préférer la beauté esthétique, architecturale, traditionnelle et tout ça. Mais je trouve que c'est intéressant dans un pays d'essayer de se confronter aux autres, même si au Japon l'anglaise va forcément leur point fort. Mais ça fait rien, les sourires, les échanges, tout ça, je trouve que ça fait des souvenirs. Souvent, les gens reviennent quand ils ont fait ces galères, parce que des fois c'est des galères. C'est ce qu'ils vont raconter en revenant. Oui, oui. Tu sais pas, on était à la campagne, on est tombé en rade, parce que des fois ils louent des voitures. Il y avait un train toutes les 3 heures. Ce genre de truc. Et puis il y a une mamie qui est passée à côté, qui nous a filé des trucs à manger parce qu'il y avait rien à manger. Voilà, tu vois, c'est ça que tu racontes. Tu dis pas, j'ai vu le pavillon d'or, c'était joli. Non, c'est vrai. Ouais, ok, on s'en fout en fait. C'est beau, c'est la carte postale, c'est bien. C'est ce qui s'était passé dans le voyage, qui va donner de la substance. Et ça, il faut le forcer quelque part, il faut le provoquer. Et pour ça, il faut se barrer. La spontanéité. C'est ça. Et moi, c'est ce que je conseille aux gens, c'est de se garder du temps libre pour un peu improviser et d'aller explorer des choses un peu au feeling, au petit bonheur, à la chance. Et si t'as un rapport au voyage qui est le bon et qui est curieux et humain, tu peux pas t'ennuyer. Par contre, si t'es en mode faut faire ce qu'il faut faire, il faut que je me prenne en photo devant pour dire que j'ai été et le mettre sur internet, tu peux le faire, c'est bien, mais et je sais pas tu vas peut-être t'ennuyer, quoi. Mais aussi ralentir le rythme, non? Parce que moi, par exemple, quand des fois on m'envoie des messages pour dire je veux
là, j'ai un ex-collègue qui m'a contacté. Ouais. Il me dit, ouais, j'ai 2 semaines. On vient 2 semaines avec ma femme, mes gosses et tout. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Non, même pas. Il sait déjà ce qu'il veut faire, mais c'est limite, il change de ville tous les jours. C'est un truc super intensif. Ouais. Tu sais, où tu vas partout, mais en même temps, tu vois rien. C'est trop. Alors moi, je les rassure en disant, tu pourras de toute façon pas tout faire. Donc, je sais pas si ça les rassure. Bah, il faut qu'ils acceptent l'idée qu'ils pourront pas tout faire. Moi, ça fait depuis 2006 que je me balade ici et que je trimballe ma carcasse bien et j'ai pas tout fait. Donc, c'est pas toi en 2 semaines, 3 semaines qui va changer en chose dans l'histoire. Donc, viens profiter, viens faire prendre le coup. Et si ça te plaît vraiment, il faudra revenir. Et essaye pas de tout faire, effectivement. Donc, accepte le fait que tu pourras pas tout faire, mais fais peut-être un peu mieux les choses. Donc, ouais, ça sert à rien qu'ils changent tout. C'est fatigant, ils vont être éclatés. Au bout d'un moment, ils en auront marre et c'est plus un plaisir. Alors après, il y a des gens qui arrivent à voyager comme ça, mais tu fais que d'être en surface. Oui, mais après, je sais même pas s'ils veulent approfondir, tu vois. Mais ils veulent faire. Parce que je pense qu'ils veulent cocher la case Japon et. Ouais, mais c'est quelque chose que je peux comprendre, mais ouais. Mais c'est tellement loin, ça coûte tellement cher au final, hein. Même si le taux de change est bien là en ce moment, mais c'est quand même une expédition. Les avions sont plus chers qu'avant le Covid. Ouais. Et t'as envie d'optimiser ton temps sur place au maximum, d'en profiter. Mais je pense qu'effectivement, on peut leur dire, calme-toi, ça sert à rien. De toute façon, tu pourras pas tout faire. Et puis t'es pas obligé de faire tout ce que t'as vu sur internet avant, de trop préparer. Des fois il y a des gens, ils ont trop préparé. Laisse un petit peu du feeling sur place, tu verras, t'auras peut-être des aléas, de la fatigue, t'auras des trucs que tu vas trouver intéressants. Faut se calmer un peu sur les trucs à faire et organiser de trop. Des fois ça te saoule, des fois t'es là, tu fais j'ai encore un resto ce soir et tout. Des fois t'es fatigué, t'arrives à l'hôtel, putain ce soir j'aurais préféré rester tranquille. Aller manger dans un truc autour de l'hôtel du quartier que de tout organiser. Faut laisser de l'impro. Tu sais pas sur quelle surprise tu vas tomber dans ton séjour. Donc quelquefois c'est bien de laisser de l'impro et de lever le pied. Tu peux aussi t'amuser à faire plus des régions approfondies plutôt que de faire. Moi je trouve que c'est cool de faire ça. Tu vois, par exemple une fois tu fais Kyushu parce que déjà pour faire Kyushu il en faut. Ouais, c'est riche. C'est quand même balèze. La fois d'après, tu fais le Kansai. Ouais, tu peux. La fois d'après. Pour un premier voyage, je comprends que tu fais. Tu peux faire Tokyo et les environs. Après, tu vois, ma mère, elle est venue 3 fois au Japon, elle a jamais mis les pieds à Tokyo. 3 fois? Après, c'est normal, elle vient parce que elle vient se mélanger à là où vit son fils et puis voilà, mais il y a pas le besoin d'y aller forcément, tu vois, alors qu'on est allé à Hiroshima, on a fait plein de trucs. Ouais. Elle ira peut-être un jour, hein, je dis pas, hein, c'est cool, mais c'est pas forcément même Tokyo, hein, ce serait con de s'en passer, tu vois, ce serait vraiment bête de s'en passer lors d'un voyage, mais c'est pas systématiquement, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, il y a aucun endroit qui est obligatoire. Si tu vas pas à ce séjour-là, tu vas peut-être à un autre pour une première fois, c'est vrai, mais Tokyo est une capitale et comme toutes les capitales, c'est assez peu représentatif forcément du reste du pays, quoi. Comme toutes les grandes villes d'ailleurs. Mais c'est ouais, pourquoi pas. Par exemple, est-ce que tu peux nous faire un petit cours d'histoire vite fait? Enfin, vite fait, ça va être dur, mais... Sur quoi? Osaka. Ouais. Sur Osaka? Ouais. Un peu plus sur Osaka, parce que... Alors. Tu dis souvent Tokyo, c'est pas... C'est une ville récente, ouais. Ouais, bah c'est ça. Récente. C'est aussi vieux que les États-Unis, quoi. Mais c'est... Un petit peu plus d'histoire d'Osaka et de comment ça s'est construit. Osaka, c'est le vrai centre du Japon, géographique. Et c'est une région, le Kansai, qui est en bonne partie le berceau des premiers pays du Japon, des premiers palais impériaux, du Yamato, le Yamatai, enfin tous ces premiers débuts d'État qui commencent à se créer au Japon, avec des impératrices d'ailleurs au début, parce que le Japon était un pays matriarcal au départ. Et tout a commencé au sud d'Osaka et Nara, quoi. En gros, là, t'as une zone qui est d'une richesse absolument incroyable au niveau de l'Antiquité. C'est les régions du Japon avec une partie de Kyushu d'ailleurs, où t'as le plus de vestiges archéologiques qui sont retrouvés. Donc tu fais un trou, tu trouves un truc, quoi. Et c'est peut-être pas trop. c'est la réalité vraiment antique. Et Osaka, c'est le premier palais impérial, qui est vraiment un peu calqué sur le modèle chinois. Et on a un palais impérial à Osaka au VIe siècle, qui est installé au sud du château, mais le château n'existait pas à ce moment-là, mais géographiquement c'est le sud du château.
Et c'est quelque chose dont on parle assez peu, mais ça a été une capitale avant Nara et avant plein d'autres. C'est vrai on parle à partir de Nara. Nara, souvent on dit la première capitale c'est Nara. Non, Nara c'est la première capitale fixe, où ils arrêtent de changer de capitale tous les 4 matins, dès qu'il y a une inondation, dès qu'il y a une mort, dès qu'il y a un truc. À l'époque, dans le Shinto, dès que ça avait un moment néfaste ou même la mort, le site devenait impur. Et si c'est impur, il faut aller ailleurs. Et donc la famille impériale déménage. Elle bougeait tout le temps. Au bout d'un moment, ils ont vite compris que c'est quand même compliqué de créer un État, un pays en bougeant tous les 4 matins. Et en Chine, ils bougeaient pas. Donc Nara est la première fois où là, bon, c'est bon, on se pose. Ils se sont posés. Et on met en place le truc. Mais le bouddhisme et la culture arrivent avant Nara. Par exemple, c'est à Osaka que tu as le plus vieux temple bouddhiste officiel commandé par la famille impériale. C'est le premier, à Osaka, c'est un temple qui a été fondé en l'an 593. Et Kyoto n'existe pas, Nara n'existe pas à ce moment-là, quoi. Mais t'as le Sumiyoshi Taisha, qui est un sanctuaire au sud d'Osaka, qui date de l'an 211. Donc, je sais pas si tu te rends compte de ce truc. Quand même. Alors, il n'y a pas un seul bâtiment qui date de cette époque-là, qui est resté. Mais quand même, en termes d'histoire, c'est un très gros morceau au niveau de l'Antiquité. Mais globalement, Osaka, c'est une ville où il y a que l'espace du château, qui est un plateau un peu en hauteur, où tu avais de la terre. Et sur la droite, t'avais un lagon. Et sur la gauche, c'était la mer. Et la moitié quasiment de la ville d'Osaka est construite sur la mer. C'est absolument dingue. Et c'est une ville qui a été importante parce qu'il y avait des voies fluviales très importantes qui allaient vers Kyoto, qui allaient vers Nara. La mer aussi qui permettait d'aller rejoindre le reste du continent, le reste du pays. Et ça a été après, pendant l'époque féodale, une ville très importante parce que Toyotomi Hideyoshi, qui est le deuxième unificateur du Japon, après Oda Nobunaga, on a sauté un petit peu parce qu'après Nara, on a Kyoto en capitale et puis on a ensuite un côté un peu bordélique avec Kamakura et puis après Tokyo. Mais à l'époque féodale, on va avoir Toyotomi Hideyoshi qui construit le château d'Osaka à la fin du XVIe siècle, et son fief est ici à Osaka, et Osaka devient la ville la plus importante du pays en quelque part. Mais Kyoto est toujours très importante, mais Osaka est vraiment le centre exécutif actif, quoi. Et c'est intéressant parce que le basculement est fort, parce que Toyotomi Hideyoshi, de son vivant, il y a personne qui osait le défier, et Tokugawa, qui est le seigneur qui va lancer l'époque Edo, qui va construire la ville de Tokyo, a bien attendu sagement, et il a bien fait, que Toyotomi meure pour faire une coalition des forces de l'Est du Japon pour aller se battre contre les forces de l'Ouest. Là, on est dans l'Ouest du Japon, et récupérer tout le territoire de Toyotomi Hideyoshi. Et les descendants de la famille de Toyotomi se sont retrouvés à Osaka, ils sont restés à Osaka. Et la ville d'Osaka à ce moment-là avait un statut un peu spécial parce qu'elle était pas totalement liée au Tokugawa et au reste du pays, avec la ville principale qui commence à se créer, Edo, qui est l'ancienne Tokyo. Et ils sont sur place, un petit peu indépendants. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a le siège du château d'Osaka, qui est en fait l'extermination pure et simple du sang Toyotomi. Le but, c'est de tuer toutes les forces qui pourraient à l'avenir. Voilà, il y a plus une seule goutte de sang de Toyotomi Hideyoshi dans le Japon. Et c'est le siège du château d'Osaka qui est la plus grande guerre de l'histoire du Japon. C'est 155 000 hommes contre 55 000 qui se tapent dessus pendant presque un an. Et c'est un truc absolument dingue. Et c'est ça qui fait que Osaka, à ce moment-là, est réduite à un territoire qui appartient à Tokugawa. Et Edo se développe, mais Osaka devient la capitale du commerce. À ce moment-là, mais vraiment, quoi. Et c'est une ville qui a été une sorte de Venise d'Orient. C'est une ville qui a été après, au 19e siècle, un peu la Manchester d'Orient. Ça a été la capitale du commerce, la capitale des premières banques, les premières places boursières du Japon, c'est Osaka. La première place boursière moderne dans le monde, c'est la bourse du riz d'Osaka. Hein. C'est même au niveau mondial un truc totalement précurseur. Et les plus gros groupes banquiers du Japon sont originaires d'Osaka. Les plus grandes industries à la base sont originaires d'Osaka, d'où cette image aussi un peu industrielle. Oui. C'était notamment le textile, mais pas seulement. Et des boîtes comme Suntory, Asahi, Sharp, Panasonic, Shimano, les dérailleurs, Nissin, les cup noodles, c'est les marques d'Osaka. Mizuno pour ça, vous saviez pas, je suis sûr. C'est la ville qui a probablement été la plus influente sur le Japon qu'on connaît aujourd'hui dans ce qui est créativité, concept.
Que ce soit les hôtels capsules, les bars à chat, les sushis sur tapis roulant, c'est des trucs qui sont d'Osaka. Que ce soit des gens absolument dingues comme Tadao Ando, qui est le plus célèbre architecte du Japon, Kenzo Tange, qui est un architecte incroyable aussi, qui a construit la mairie de Tokyo, par exemple. Ah, la mairie de Tokyo? Ça, je savais pas, tu vois. C'est un mec d'Osaka. Et c'est un hommage à Notre-Dame de Paris. Mais c'est le musée d'Hiroshima, par exemple, de la bombe, c'est Kenzo Tange. Tu vas avoir Osamu Tezuka, qui est un peu le papa du manga un peu moderne, celui qui a fait Astro Boy, c'est un mec qui est né dans mon quartier. Tu vas avoir comme ça des listes, Nishikado, qui est le mec qui a fait Space Invader, c'est un peu le papa du jeu vidéo japonais, c'est un mec d'Osaka. Sen Norikyu, le gars qui a lancé les lettres de noblesse de la cérémonie du thé, même s'il travaillait plus souvent à Kyoto, il est né d'Osaka, il est né à Osaka. Tu vas voir comme ça, alors il y a plein de trucs qui sont pas d'Osaka, hein. Attention, c'est parce que tout vient pas d'Osaka, mais c'est une ville qui a été un vivier, et qui l'est toujours d'ailleurs, de talent, de créativité, de concept et d'entreprise. Les premiers whisky au Japon, c'est Osaka. Oui. Tu vas avoir. Il y a pas loin de chez nous. La brasserie. Ouais. Yamazaki, ouais. Ouais. C'est vraiment à la bordure de la préfecture qui de Kyoto et de. Ouais, c'est vraiment à la limite, quoi. Mais c'est toujours dans Osaka. C'est toujours Osaka, ouais. Et c'est ça. Même la bière, Asahi, quoi. Et puis Olfa, le mec qui a inventé les cutters qu'on connaît dans le monde entier. Avant, les cutters, c'était des lames, et quand elles s'émoussaient, c'était foutu. Et Olfa, le fondateur de Olfa, le mec d'Osaka, il mangeait des tablettes de chocolat. Et il s'est dit, je vais faire une lame que je casse comme les tablettes de chocolat, et quand elle est émoussée et le bout, je la casse. Trop bien. Et après, j'ai une lame bien efficace, là, qui coupe bien derrière. Et c'est lui, Oruha. Ça vient de Olfa, ça vient de Oruha. La lame que tu plies, en fait, que tu casses. Et ça a donné le cutter jaune qui est un peu qui est une image internationale, mais c'est eux. Sharp, ils ont fait les Sharpen, qui est en fait le critérium moderne que tout le monde peut utiliser aujourd'hui. Il est basé sur un truc qui est fait d'Osaka, qui a été lancé par Sharp. Donc c'est c'est une ville qui est importante. Ils vont bien. Après, c'est pas ça qui fait que tu vas visiter une ville ou pas. Non, mais ça te permet de respecter cool un peu. D'avoir Et c'est marrant parce que tu vas avoir des gens, même dans le Japon surtout, qui vont un peu cracher sur Osaka. Ils ont des habits d'Osaka, et ils aiment les trucs d'Osaka, et ils bouffent des trucs d'Osaka. Et après, ils vont dire Osaka, c'est pas bien, c'est moche, c'est nul, faut pas y aller. C'est la honte du Japon. Mec, ta télé elle est d'Osaka, tes sapes sont d'Osaka, quand tu te marres, c'est un mec d'Osaka. Qui te fait rire, ça c'est... T'écoutes de la musique, t'as plein de trucs qui viennent d'ici, enfin c'est assez marrant. L'idée c'est même pas, tu vois, il y a plein de trucs qui sont pas d'Osaka, mais juste dire, on respecte un peu le truc, quoi, aussi. Parce que tu peux pas cracher dans la soupe, et puis après... utiliser. Et après, aimer quand c'est bien, quand ça t'arrange. Et ça, c'est des choses que t'as dans la France aussi. Tu vas avoir des gens qui vont cracher sur Marseille, Marseille. T'enlèves Marseille de la France, t'enlèves un milliard de trucs qui sont en France. Parce que c'est les ports. C'est toujours les ports, et ça c'est mondial, c'est toujours les ports dans les pays, qui vont t'amener un peu la culture, les échanges. D'entrée, quoi. Et puis c'est là où il y a un peu des gens qui viennent de tous horizons, donc c'est un peu le bordel, on échange. Tu sais, c'est dans le bordel, c'est dans l'échange, c'est dans ce côté-là que tu vas créer de la créativité. Si on te dit dans une ville que tu dois la fermer, suivre les rangs et être discipliné et la boucler, quoi. Ce qui est un peu plus la mentalité de Tokyo avec les samouraïs et tout ça, ça va être un peu plus dur de l'ouvrir quand t'as une idée, ou de trouver des solutions, ou d'être un peu spontané à ce niveau-là, quoi. Et c'est dans des climats un peu plus libres, un peu plus bordéliques, pour le coup aussi, forcément ça va ensemble, que t'auras plus de créativité. Ça c'est humain, et c'est une réalité qu'il y a dans le monde entier. Naples en Italie, c'est la ville la plus bordélique d'Italie. L'exemple, ouais. Mais tu peux pas faire plus créatif que ces gens-là. Ils ont leur cerveau, il va à une vitesse incroyable. Il y a un problème. Leur débit de parole, pareil. Ça va très vite. Il y a un problème, ils vont trouver une solution, 15 solutions en 5 minutes. C'est vrai. On n'est pas à ce niveau-là à Osaka, mais s'il y a un problème. Tu pourrais comparer Osaka à Naples, du coup. Ouais, parce que c'est la Naples et la Marseille de l'Italie. Et toutes les villes ont comme ça. Et moi, c'est un truc que j'aime bien rappeler aussi, c'est une chance au Japon, mais vraiment exceptionnelle. Et ça, c'est unique dans le monde quasiment, d'avoir les deux villes les plus contraires l'une à côté de l'autre. Parce que le contraire absolu de Kyoto, c'est pas Tokyo, c'est Osaka. Le contraire absolu, c'est la ville voisine. Et c'est génial d'avoir Kyoto d'un côté de l'éventail, et le contraire absolu Osaka qui est de l'autre côté, mais elles sont à 40 bornes de différence. Je sais pas, c'est comme si t'avais Versailles et Marseille l'une à côté de l'autre, tu vois. C'est pas possible. Et ça, c'est une chance unique. Donc si tu devais faire une découverte du Japon
pour avoir l'éventail le plus large de ce qu'est le Japon, en restant sur un périmètre de 50 km, 60 km, faut pas aller à Tokyo. Tu viens ici, à Kyoto et Osaka, t'auras loin d'avoir tout fait au Japon, mais t'auras les deux extrêmes. Un panel énorme. T'auras vraiment les deux extrêmes les plus authentiques de ce que peut être les deux extrémités du Japon. Et là, ça devient intéressant. Mais faut pas le faire, hein. Faut aller ailleurs. Hein. Mais si tu devais, en réalité, l'antipode de Kyoto, c'est Osaka. C'est vrai. Et la ville de Kyoto ne pourrait pas exister comme elle est s'il n'y avait pas Osaka avant. Les deux se renvoient la balle. Osaka, elle est comme elle est aussi parce que tout le raffinement, tu l'as à Kyoto. T'as pas besoin forcément de venir en remettre une couche ici. Et si tu veux aller voir ce raffinement-là, bah tu vas à Kyoto, c'est juste à côté. Et les deux villes n'ont pas arrêté de se répondre. Elles sont primordiales et essentielles l'une avec l'autre. Donc ça, c'est un peu ma manière de voir les choses. Je sais que ça va pas plaire aux Kyotoïtes, mais les Kyotoïtes doivent beaucoup à Osaka, de la même manière que les gens d'Osaka doivent beaucoup à la présence de Kyoto à côté. Voilà. Super intéressant, merci. En fait, plus personnellement, c'est un truc que j'aime bien demander. Comment le Japon t'a changé? Et comme toi, tu t'es intéressé au Japon super jeune, enfin vraiment, c'était comme tu dis dans ton fil rouge. Ouais, c'est Est-ce dur, que il y a c'est une question super dure. Ouais, c'est super dur. Mais je l'aime bien. Non, mais c'est bien ça. Ça te force un peu à gratter le truc. Enfin, est-ce que même c'est conscient? Parce que tu t'es rendu compte qu'il y a des choses qui... Ouais, c'est ça. C'est ça qui est le plus dur, c'est que c'est tellement ancré depuis tout petit de manière progressive et naturelle que c'est très dur d'arriver à s'en rendre compte. En fait, maintenant que je suis sur place, quand je reviens en France, oui, par exemple, c'est plus facile. J'ai du mal des fois. Qu'est-ce qui est difficile, par exemple? Le manque de considération de l'autre. De son espace personnel, il y a ce côté un peu rentre dedans qui des fois est agressif. Enfin, ça finit par être agressif avant d'être à force de vivre au Japon. Cette espèce quand t'es au Japon, en fait, t'as vraiment une conscience très claire de la différence entre l'espace intime et l'espace public. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important de se rendre compte, c'est que tout ce que vous avez qui est très agréable dans l'espace public au Japon et qui est qui est une réalité, c'est le résultat d'un effort. Un effort qui a un coût humain, un coût social et un coût moral aussi. Mais c'est le résultat d'un effort. Et au Japon, t'as l'impression qu'ils vont faire beaucoup plus d'efforts quand ils sortent de chez eux que quand ils sont chez eux. Ah oui. Ce qui est le contraire des Français, qui en général sont très gentils, sympas avec leurs proches, les gens qui respectent leur famille, les amis. Et dès qu'ils sortent de chez eux, c'est pas le cas de tout le monde, attention, mais dès qu'ils sortent de chez eux, c'est un peu plus j'arrive, laissez-moi passer, je vous emmerde, quoi. C'est un peu plus. Oui. Clairement. On peut le dire. Et ça, c'est un truc qui, à force, moi, j'ai plus l'habitude. Il faut que je me remette dans le bain. Tu sais, faut te battre pour un peu avoir ta place, ton espace. Au Japon, tout le monde fait en sorte, tu sais, ils font gaffe à toi, autour, que ça se passe bien. Là, quand t'es en France, tu dois à t'imposer un peu. Ouais. Donc, c'est une des nouvelles règles qu'il faut réapprendre. Et j'ai toujours 3-4 jours où je suis lost in translation dans mon propre pays. Je comprends. Et ça m'a vraiment changé. Et le Japon m'a appris à la fermer un peu. Parce que si la France est un pays qui sait pas quand la fermer, le Japon est un pays qui ne sait pas quand l'ouvrir. Et le Japon m'a appris à un peu la fermer. Ça a été pas évident, tu vois, parce que je viens d'une famille où on parle beaucoup. Et de temps en temps, voilà, ça peut être intéressant de savoir la boucler et avoir des communications qui passent qui soient pas par les mots. Ouais. Le Japon, il y a beaucoup de choses qui se communiquent autrement que par les mots. Par les silences. Par des silences, par des regards, par des trucs. Les Japonais sont très forts quand ils sont dans un espace, c'est que toi, tu cherches quelque chose, ça fait 5 minutes que tu cherches un verre d'eau ou que t'as soif et que tu regardes autour de toi. Le Français, il te calcule pas, il a rien vu, toi, en gros, il comprend pas ce qui s'est passé. Le Japonais, t'as même pas demandé, il te sert le verre d'eau, il a capté que tu voulais un verre d'eau, il a capté que tu cherches ça, et il te ramène le truc ou il te demande si tu cherches quelque chose. Enfin, il y a les Français qui vont l'avoir, ça, mais globalement, c'est pas notre qualité première. Et même mon épouse, qui est japonaise, quand elle est allée en France, qu'elle est allée en Italie, elle a vu la différence avec l'Italie. Ah ouais? Les Italiens sont bien plus forts à ce petit jeu que les Français. C'est vrai? Ouais. C'est un truc qu'elle a remarqué. Ouais, elle a remarqué que, par exemple, c'est un exemple concret. Ça, c'est intéressant, ça. Tu vas avoir une réunion de gens, de Français, et puis il y a une japonaise qui parle pas la langue. Mon épouse parle pas français. Les Français sont capables d'avoir
de pas calculer en fait. Ils vont le faire un peu, mais très rapidement, ils sont dans la conversation entre eux, ils kiffent le moment, ils kiffent. Et le fait qu'il y ait quelqu'un sur le côté qui participe pas trop et qui participe pas trop, ils s'en Ça les perturbe pas. foutent un peu. Bah, Plus que les Italiens où tu sens qu'il y a cette envie de tiens, on essaye quand même de la faire participer. On va essayer d'aller vers elle un peu plus quand même. Et tu sais, les Français, ils vont être capables sur des soirées d'avoir 2 personnes qui parlent ici en face. Et puis il y a un pôle de 3 personnes qui parlent là, et puis 4 là-bas. ouais, et totalement. Ouais. voilà. Et c'est pas un problème en France. Au Japon, globalement, ça ne se C'est fait un pas. gros problème. Ouais. T'es à 10 autour d'une table. C'est super cool. Je suis contente du coup que t'aies du son italien parce que ça c'est un truc que je l'ai pas pris en considération dans mes questions. Mais ça c'est super intéressant, tu vois, parce que j'ai le même problème avec mon mari. Tu ressens le truc un peu? Je ressens pas, c'est factuel, c'est ça. C'est-à-dire que lui-même le dit. Par exemple, en France, au début, il acceptait de sortir avec mes potes parce qu'il essayait, tu vois, de parler, de trucs et tout. Mais le français n'a pas la patience d'attendre le temps que lui réfléchisse pour pouvoir traduire les trucs, essayer de l'inclure dans les conversations. Donc ça se termine toujours où ils vont parler avec moi et lui il est dans son coin. Ouais. Et du coup, on rentrait et ça partait en fight parce que moi, j'avais pas fait la chose de l'intégrer dedans. Et moi, mon épouse, elle me fait des cacas nerveux aussi. Et mais c'est dur parce que en fait, d'un côté, t'as les potes qui sont là, ils veulent rattraper le truc et toi, t'essayes de... Au début, t'essayes de traduire, mais eux, ils s'en foutent que tu sois en train de traduire, donc ils passent à autre chose. Et ça devenait infernal. Et ça, c'est un truc, par exemple, où mon mari, maintenant, il veut plus venir. Ouais, je comprends. Il sort plus. Il dit, je m'en fous. Moi, mon épouse, elle s'est déjà mis de côté avec les larmes aux yeux et tout. La peau. Et en mode, je la soutiens pas et tout ça, et bon, ouais, après. Mais c'est compliqué de, mais après, en Italie, dur. Pareil, tu vois, moi, c'est beaucoup, j'ai pas ce taf à faire. Quand je vais en Italie voir la famille, peu importe qu'ils se comprennent pas, bon, heureusement, ils parlent français aussi, la famille et quelques-uns parlent anglais, donc ça va avec mon mari. Mais il me l'a aussi fait remarquer. C'est lui qui m'a fait remarquer. Il m'a dit par exemple, tes cousins à chaque fois, ils s'inquiètent de savoir est-ce que j'ai compris ce qu'ils racontent. Ils me parlent. Je suis humain. J'existe. T'existes, ouais. De t'intégrer dans le alors dans le que moment, en quoi. France, non. En France, et c'est pas mal intentionné. Les Français sont juste pas conscients. Ils sont pas conscients de ça. C'est pas un truc. C'est pas du tout un manque de. Et moi, j'ai essayé de lui faire comprendre ça, que c'était pas méchant. Mais c'est des différences de sensibilité, et c'est pour ça qu'on dit toujours, on est toujours le sauvage de quelqu'un d'autre, et souvent, tu sais, les gens qui aiment le Japon, ils vont critiquer le comportement des touristes chinois ou des Chinois globalement en disant ils sont russes, ils rentrent dedans, mais en fait ils le font pas de manière mal intentionnée, ils sont pas mal polis pour eux, ils se rendent juste pas compte, c'est comme ça. Par contre, un Français qui te passe devant dans la file, c'est quelqu'un de mal poli, parce qu'en France normalement ça se fait pas. Mais un Chinois qui passe devant, il t'a juste pas calculé en général. Donc c'est pas forcément un problème de politesse, c'est un problème du gars, il calcule pas, il est pas sensibilisé à ça. Ben là, le Français qui calcule pas trop les gens comme ton mari ou mon épouse, eh ben il est pas sensibilisé à ça, donc il s'en rend pas compte. Il est hermétique au truc. Et quand tu lui pointes le doigt, il dit ah mince, je suis désolé et tout. Et puis après il est tout triste. Mais c'est des trucs de sensibilisation. Tu sais, les Italiens, c'est comme les Français, c'est pratiquement les mêmes. Et on dit que les Italiens, c'est des Français de bonne humeur. Non, je connais. Enfin, j'ai dû l'entendre, mais en fait, les Japonais, ils ont ce qu'on appelle le kibun, c'est l'humeur globale, l'espèce de température générale dans une pièce avec des personnes, qui est la sensation positive en général dans un espace donné. Et tout va être fait en permanence pour maintenir ce kibun qui soit bien. Positif. Donc on va éviter les sujets qui fâchent, et en général c'est la politique, la religion et ce genre de trucs. Tu vas pas commencer à parler de Gaza et de ces sujets-là, tu sais que ça va partir, voilà. Nous on va aller chercher à fond et ça va être mal poli pour certains pays, mais en tout cas les Japonais sont très sensibles à ça. Et les Italiens sont autant des râleurs que les Français sur ces sujets-là, mais ils ont cette petite pastille là de sensibilité de kibun un peu plus que les Français, qui font qu'ils arrivent à arrêter avant que ça tourne au vinaigre, ou à faire en sorte qu'on passe quand même un bon moment et à kiffer le moment, et pas juste toujours critiquer. C'est un des trucs qu'on a en France, mais je crois que la France c'est un des pires pays du monde sur ça, faut qu'on le dise. Je sais pas s'il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont aussi nuls pour maintenir le kibun. Je pense pas. Mais pour nous, c'est de la politesse. Par exemple, tu vois, un Français va être invité chez un Japonais qui connaît à peine à peut-être manger chez lui ou dormir chez lui.
le Français va peut-être, en pensant que c'est de la politesse, tu vois, de commencer à parler des sujets qui fâchent du Japon, parce que ça montre que tu t'intéresses au pays, tu vois. Par exemple, tu vois, le Français va être capable, pas tous, hein, mais il va être capable de dire aux Japonais, bah alors les Japonais, pourquoi vous mangez de la baleine? Tu vois, par exemple, alors qu'il est invité chez le Japonais, qu'il veut qu'il l'invite et tout ça. Et là, quand t'es japonais, tu dis mais attends, mais est-ce que un japonais qui vient manger en France va venir te demander alors les Français, la guerre d'Algérie, ça va, ça se passe? C'est non, ferme-la quoi, reste, tu vois, on peut en parler, mais au bout d'un moment il y a une intimité d'abord qui doit se créer pour qu'on puisse commencer peut-être à parler de. Bah tu vois, ça c'est typiquement l'histoire de la baleine, la chasse à la baleine. Ça c'est typiquement un truc où vraiment, même en commentaire, quand quand il y a eu toute l'histoire Paul Watson, ouais, ça a été la déferlante. Hein. Et Paul Watson, c'est un petit loupard aussi, hein. C'est un vrai petit loupard, hein. Faut faire gaffe, hein. Après, ouais, je comprends, mais la pêche à la baleine, je pense qu'il y a... On part sur des sujets... Il y a personne qui est pour. Ouais, mais c'est bien en même temps, c'est bien. Non, mais c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Mais c'est typiquement quelque chose qu'il faut remettre dans le contexte parce que en fait, les Japonais n'en mangent presque pas. Ouais. Les Japonais mangent 2 fois moins de baleines en grammes par an que les Français mangent de grenouilles. Alors, c'est pas ça qui doit justifier ou pas que tu manges de la baleine ou pas, ou la chasse à la baleine. Bon, c'est juste bien de savoir qu'en fait, en réalité, ils en consomment presque pas, et que si ça continue d'être pêché globalement, c'est à cause d'une 50aine de bureaucrates et des problèmes d'électeurs aussi, parce qu'il y a une région qui fournit des électeurs pour les partis en place, qui est justement une des rares régions qui historiquement en a pêché, parce qu'en fait, au Japon, historiquement, on n'en pêche presque pas. C'est vraiment... c'est où d'ailleurs? C'est Yamaguchi en général, donc à l'ouest d'Hiroshima. Il y a eu quelques cas de figure de pêche à la baleine un peu... marginal comme ça dans d'autres régions, mais c'était quand même très rare de pêcher de la baleine. Et quand ils en pêchaient une, ils exploitaient tout. C'était de la viande rouge et les Japonais aimaient pas tout ce qui était couleur sang. Pendant très longtemps, tu sais, il y avait plusieurs décrets qui les empêchaient de manger de la viande. Oui. Ça dépend des périodes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas été des gros fans du thon pendant très longtemps. Le thon, ça a commencé à se consommer à la fin du 19e siècle de manière vraiment démocratisée dans le pays. Ça se conserve très mal aussi d'ailleurs. C'est quand on a commencé à avoir des chambres froides qu'on a pu commencer à consommer le thon. Mais ce côté, ça rappelle le sang, ça rappelle la viande, tout ça. C'est des choses qui rébutaient pas mal de Japonais. Et en même temps, ça permettait à des Japonais, à une époque où t'avais pas le droit de manger de viande, de manger un truc qui ressemblait à la viande parce que c'était dans les poissons. Ouais. C'est pas un poisson, mais c'était considéré comme un poisson. Donc tu avais ce genre de truc, mais c'était marginal quoi qu'il arrive. Les plus gros tueurs de baleines de l'histoire de l'humanité, ce sont les Américains. Les Américains? J'aurais dit les Norvégiens. C'est les Américains qui ont de manière industrielle avec les baleiniers eu les plus gros. Alors ça, c'est pas ça qui va faire que ça change quelque chose dans l'histoire, mais c'est bien de le rappeler. Ils ont dans le Pacifique décimé des baleines, ils chopaient que la graisse, ils balançaient la carcasse dans le reste et ils ont huilé les mécanismes dans les industries avec de la graisse de baleine. On éclairait les villes avec de la graisse de baleine, puis après il y a eu les cosmétiques et tout ça, mais au 19e siècle, tu sais, les Américains qui veulent ouvrir les frontières du Japon fermées à l'époque Edo, ben en gros c'est des baleiniers qui veulent se ravitailler, hein. Et c'est ces Américains qui aussi ont soutenu la pêche à la baleine au Japon après la Seconde Guerre mondiale pour donner des protéines à un pays qui était en manque en carence alimentaire gravissime. Le Japon c'est vraiment grave. Hein. Le Japon en 45, t'as des gamins qui naissent avec des poids dérisoires, t'as vraiment des gros problèmes de carence et de protéines notamment. Et la baleine était une super source en protéines pour ces gens-là. Et ça a été soutenu par les Américains. Maintenant, pour revenir à Paul Watson, il fait tout le contraire de ce qu'il faut faire pour la problématique de la baleine. C'est-à-dire, c'est l'américaine. C'est-à-dire, je combats le terrorisme en balançant des bombes. C'est agressif en fait sa manière de faire. Alors c'est bien pour que le problème soit connu à l'international et qu'après il y a une pression qui se mette en place contre le Japon. Mais en général, quand il y a une pression internationale comme ça contre le Japon, les Japonais, qu'est-ce qu'ils font? Ils se braquent. Ils se braquent et ils ferment tout dialogue, ils ferment tout contact. Et t'as des Japonais qui en fait sont neutres dans cette histoire et sont pas intéressés par la baleine. Ils en consomment pas et au fond ils s'en foutent. Qui finissent par prendre cause pour le Japon, parce qu'on les attaque en mode les étrangers nous attaquent, vas-y je suis pour la baleine maintenant, ils nous emmerdent ces gens. Pourquoi typiquement mon mari par exemple. Voilà, mais par esprit de contradiction, parce qu'en fait ils en mangent pas, ils s'en foutent. Ouais. Et ça c'est parce qu'on devient agressif avec eux,
Alors tu te dis comment faudrait faire. Bon, c'est pas évident hein, de trouver une solution avec les Japonais, c'est pas le peuple le plus facile quand il faut argumenter. Mais je pense que la méthode Paul Watson agressive, parce qu'en fait à la base lui c'est ça, hein, lui il était dans Greenpeace et il était non mais il faut agir sur le terrain en étant agressif et Greenpeace a fait bon tu dégages. Et lui il a fait le pirate, lui il y a eu des agressions, hein, il y a eu des choses, il y a eu des blessés, des accidents à cause de lui sur des baleiniers au Japon, voire d'autres trucs dans le monde. Et en fait, il fait tout le contraire de ce qu'il faut faire. Et le Japon lui a filé plusieurs millions de dollars hein, pour qu'il arrête. Il le dira jamais en interview, ça. Donc, il a reçu de l'argent du Japon il n'a pas respecté ce contrat. Et donc, le Japonais a balancé le gouvernement, parce que les Japonais, ils ont rien fait, ils s'en foutent. Ouais. Le gouvernement a lancé l'arrêt international contre lui en mode attends, on te file du fric pour te demander d'arrêter et tu viens quand même nous faire chier. Alors, je caricature, je vois aussi les traits et puis j'ai pas tous les détails de l'histoire non plus. Mais je pense que Paul Watson, faut pas le prendre pour Jésus-Christ non plus. De la même manière que du côté des bureaucrates japonais qui forcent tout ça et qui essayent de maintenir cette pêche qui est ridicule, c'est pareil. D'un côté ou de l'autre, faut pas les prendre pour des anges et il faut être neutre dans cette histoire. Quoi. Donc ouais, la pêche à la baleine, c'est un sujet compliqué, mais les Japonais ils le connaissent pas. Hein. Oui, du tout, ça c'est important de le dire. Ils savent rien, ils savent pas d'où ça vient, ils savent pas comment, ils savent pas pourquoi, ils savent quand j'en ai parlé à mon mari, je te jure, c'est quoi le sujet? Il est parti Google parce que ils savent rien. Pourquoi ils nous mettent du support Paul Watson sur nos trucs? Je sais qui Paul Watson. Oui, ils savent même pas qui c'est. En fait, la plupart de ces polémiques s'en rendent pas compte. Et c'est ce qui est un peu triste aussi, c'est que ils vivent dans une petite bulle qui est sympa, mais ils sont à l'abri ou préservés ou pas intéressés par. Pas intéressés, moi je dirais ils sont souvent assez peu intéressés. Et souvent, quand tu leur parles de ça, parce qu'il y a des problèmes écologiques, le Japon c'est le deuxième plus gros pollueur plastique du monde, contrairement à ce qu'on peut lire des fois à certains endroits. Deuxième. Et alors ils ont un taux de recyclage qui est intéressant, mais ça fait rien, ça suffit pas. Le Japon, c'est aussi un truc qui est intéressant de rappeler. Moi, je suis obligé de faire. Le Japon a le droit d'être médiocre, parce qu'on a toujours cette image de qualité, d'excellence avec le Japon, parce que le pays est exemplaire sur certains aspects, c'est vrai. Le Japon, c'est un pays d'humains, et les humains et tous les pays, à un moment donné, ont le droit d'être médiocres. Et ils font plein de trucs qui sont super pas bien. Ils vont avoir plein de normes qui sont éclatées. Ils vont faire des trucs qui sont interdits en Europe parce que le consommateur ici est beaucoup moins protégé que le consommateur européen sur la nocivité, le côté cancérigène de certains pays de certains produits que tu vas manger. C'est vrai. Les skincare, tout. Ouais, tous ces trucs-là, des imprimantes, les imprimeurs qui peuvent utiliser des encres qui sont interdites en Europe parce qu'elles sont cancérigènes. Ici, ça passe. Tu vas avoir des trucs comme ça un peu plus à l'américaine. C'est pas libre comme les Américains. Ils ont vraiment rien à foutre, mais on est quand même beaucoup plus laxiste qu'en Europe. Tu vas avoir plein de trucs qui sont assez critiquables. Les poteaux électriques, tu sais, on va souvent dire, ça c'est un des clichés, on pense que les poteaux électriques, au Japon, il y en a parce qu'il y a des tremblements de terre, alors que non, c'est pas parce qu'il y a des tremblements de terre, c'est juste une histoire du fric, ça coûte 60 fois plus cher de les enterrer que de les laisser à l'extérieur. Et le problème majeur du Japon... Tu vois, moi je pensais que c'était vraiment pour les parce que c'est ce qu'on entend tout le temps. C'est comme le fait qu'on entend, tu sais, on dit les immeubles au Japon, ils se touchent pas parce qu'il y a des tremblements de terre, il faut pas que, tu sais, les maisons se touchent, c'est pas parce qu'il y a des tremblements de terre qu'en fait il y a des espaces entre. C'est pas du tout une règle d'urbanisme qui est officielle au Japon, quoi. Donc ouais, les poteaux électriques, le côté problématique, c'est que dans ce pays, il y a plein de catastrophes naturelles, notamment des séismes. Et s'il y a bien un pays qui devrait enterrer ses poteaux électriques, c'est le Japon. Parce que ces poteaux électriques, quand ils tombent à cause d'un séisme, vont faire des étincelles, des départs de feu. Et on l'a vu pendant le tremblement de terre de Kobe en 95, ces poteaux électriques ont été la source de plein d'incendies. Et quand ils tombent dans les allées, et que t'as des rangées là sur des centaines de mètres de poteaux électriques qui tombent, comment ils font les pompiers ou les ambulances pour évacuer les gens? Ouais. Et c'est une catastrophe, les poteaux électriques au Japon. Donc ils les enterrent comme partout dans les beaux quartiers parce qu'ils savent très bien le faire. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'il y a aucun poteau électrique qui enterre au Japon alors que ça fait 2 semaines qu'ils se baladent et qu'ils passent dans plein de quartiers où il y en a pas un seul. Hein. Mais ils les enterrent que dans les beaux quartiers là où il y a du fric parce que ça coûte cher. Mais là où c'est problématique, c'est toutes les petites rues. Parce que ça, quand ça tombe, c'est dans ces quartiers-là, dans ces résidents-là, des rues et des quartiers un peu plus populaires, un peu moins riches, que tu auras le plus de problèmes en cas de catastrophe naturelle. Et donc, si le Japon était un peu plus conscient de tout ça, peut-être qu'au lieu de construire des Starbucks partout avec des gratte-ciel, les investissements privés pourraient essayer, avec le gouvernement, de trouver un système pour un peu mieux enterrer tout ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est cher. Et nous, on l'a fait en masse après la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais, après la Seconde Guerre mondiale, ils avaient pas beaucoup d'argent. Il fallait reconstruire un peu à la va-vite, pas cher, déclinable à l'infini. Et l'objectif de l'esthétique des villes, ça a jamais été une priorité, quoi, tu vois. Donc les poteaux, on les met à l'extérieur, c'est plus facile.
à 11 branches, puis c'est réglé. Mais en réalité, le pays devrait quand même, et il en est conscient, ils en enterrent de plus en plus, mais devrait quand même être mieux à ce niveau-là. Donc, il a le droit de faire du caca, le Japon. Ouais, Et on cherche toujours, tu sais, des circonstances atténuantes. Parce qu'en fait, les Japonais ne disent pas que c'est à cause des tremblements de terre. Les gens, ils ne savent pas trop pourquoi. D'ailleurs, ils les voient même plus de toute façon. Mais c'est les Occidentaux. Oui, c'est ça. Qui vont trouver des excuses. Des excuses au Japon pour. En disant, c'est pas de la faute du Japon, ils ont des tremblements de terre, les pauvres. Ah, c'est pour ça. En fait, ça part de ce sentiment-là en mode, tu sais, c'est pas de leur faute en fait. C'est parce qu'il y a des séismes et tout le monde va faire, d'accord. C'est comme le plastique, tu vois. Non. C'est comme le plastique. Tu sais que chaque gâteau a son. Souvent, ce que t'entends, c'est parce que c'est très humide, ça moisit vite. Ça moisit vite, ouais. Ce genre de choses. Ce qui peut être une part vraie aussi quelque part. Hein. C'est quelque chose qui est conscient un petit peu au Japon, mais c'est qu'une partie du problème et ça n'exclut pas D'essayer de trouver une alternative. Après, l'écologie, c'est un problème au Japon. Au niveau industriel, ils ont fait des gros efforts, mais les gens sont pas sensibilisés à ça. Donc forcément, nous, quand on vient en tant qu'occidentaux, on hallucine. Moi, j'ai des clients, ils disent, c'est un truc de fou, en fait. Le plastique ici, tout le temps. Et le plastique, c'est un service de qualité. C'est quelque chose qui est utilisé au Japon, et qui fait partie du service. Et pour pouvoir enlever le plastique, il faut que des clients acceptent qu'il soit pas servi avec la même qualité. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est toi en tant que client qui doit permettre au vendeur de ne pas utiliser le plastique. Le vendeur, il doit suivre une procédure. L'employeur lui dit, tu dois faire ça. Et le vendeur, il met le plastique. C'est toi qui dois autoriser le vendeur à ne pas en mettre et qui doit imposer le fait, no bag, pas de plastique. Arrêtez d'emballer tous les croissants dans un sachet en plastique différent. Parce que quand tu vas à la boulangerie que tu achètes 10 croissants, ils les emballent les 10 dans un sachet différent. Et tu vas avoir ce genre de truc. Et les Japonais, ils ont une psychose. S'ils achètent des trucs qui sont à l'air. Il y a de ça. Et puis s'ils achètent des fruits qui sont dans un truc en carton, pour eux, le carton, c'est sale. Et ils vont trouver ça sale. Tu vois, des trucs un peu cartonnés, craft comme ça, là, ils vont trouver ça sale. Donc, avoir des fraises qui sont dans des trucs cartonnés comme ça, ils vont, c'est pas bien, c'est pas hygiénique. Ils vont préférer le plastique. C'est pour ça, il y a des Japonais, quand ils achètent des pâtes, qui sont dans des boîtes en carton, cartonnées, ça les choque de voir que les pâtes c'est dans le carton. Et, pas tout le monde, mais il y en a, ils trouvent ça bizarre. J'ai jamais pensé comme ça, tu vois. Et, donc, le plastique, il y a ce rapport au plastique qui est particulier. Mais ouais, en tout cas, voilà. Ils emballent tous les trucs dans du plastique et la psychose aussi, c'est ils achètent des aliments et ils achètent un produit d'entretien ménager qui lui-même est bien emballé dans du plastique. Il y a des Japonais qui ont peur de mettre ça dans le même sac. Donc ils vont emballer en plastique un des deux trucs plus dans le sachet plastique pour pas que ça se touche, alors qu'en fait tout est emballé dans du plastique déjà. C'est des limites psychologiques entre ce qui doit être propre et pas propre. C'est comme l'espace intime et l'espace public, l'espace qui est censé être propre de l'espace qui n'est pas propre, celui où on va pas y aller avec les chaussures. C'est pas juste une propreté concrète, c'est une propreté symbolique. La question de savoir est-ce que tu vas vraiment salir en passant vite fait avec tes pompes une fois, c'est marginal. L'intérêt, c'est juste de garder un espace qui symboliquement est défini comme étant propre. Là, en fait, on est encore dans cette même symbolique d'hygiène quelque part et de service qui est plus symbolique que concrète. Au Japon, il y a plein de choses qui fonctionnent pas au concret. Ils vont faire des détours, des micmacs incroyables juste pour l'image que ça représente et pas pour le bénéfice concret que ça. Et nous, on est plus cartésiens à ce moment-là, on va dire regarde, si tu fais ça comme ça revient au même et t'as enlevé le problème. Mais eux, en fait, la finalité est moins importante. Il faut qu'il y ait cette montrer que tu as comment dire, dans la procédure, tu as montré patte blanche et tu as toi en tant que vendeur ou en tant que prestataire montré que tu as voulu faire le chemin le plus sain d'un point de vue psychologique. Et nous, on n'est pas comme ça, quoi. Donc c'est complexe. C'est complexe. En plus, vous êtes dans un pays où ici, en tout cas, il y a le côté zen aussi qui est là. Et dans le zen, dans le bouddhisme, on est vachement dans l'instant présent, dans vivre le moment, ce qui est le problème de nous occidentaux. On a une vision du monde un peu plus globale, un peu plus approfondie sur l'impact des gestes qu'on a aujourd'hui dans les générations futures. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est des choses qui sont moins conscientes ici. Et ils sont beaucoup plus dans l'instant présent. Et ça, c'est le bouddhisme aussi qui aide un petit peu à ça. Même si c'est pas conscient, les 3/4 savent même pas trop. Mais en fait, il y a cette envie de vivre le moment, de cueillir les petits plaisirs de chaque moment que tu as dans la vie.
qui est vraiment propre au Japon en bonne partie. Il y a les catastrophes aussi, hein, qui sont quand même tout le temps là et qui t'amènent à te dire bon, faut kiffer les petits trucs de la vie au quotidien quand ils arrivent parce que tu sais pas ce qui va se passer demain. Et nous, on a une vision où on n'est jamais satisfait, on est toujours en train, on est toujours en train de refaire le monde, de penser à l'impact de nos actes sur l'avenir. C'est des choses qui sont moins conscientisées. Donc quand tu veux créer une mentalité plus écolo, c'est dur dans un pays où tu penses pas à demain, quoi. Ouais. Donc tu sais la fameuse phrase, le thon. Non, je sais pas si tu connais. Le thon, il y a des problèmes, il y en a presque plus, les réserves sont épuisées, il faut nous on va dire il faut arrêter d'en manger parce que sinon il y en aura plus. T'as des Japonais qui vont dire il faut se dépêcher d'en manger avant qu'il y en ait plus. Ça je savais pas. Ça je connais pas du tout. C'est quelque chose extrême. C'est génial. Mais c'est un peu la mentalité que tu peux avoir au Japon de temps en temps, ce qui est hyper critiquable. Alors, faut pas s'inquiéter sur le thon, l'animal est plus à l'état naturel en voie de disparition complète parce que il y a une université à Osaka qui arrive à faire du thon d'élevage. Donc l'animal ne disparaîtra pas de la surface de la terre. Ça change pas les problématiques de la réserve naturelle. Hein. Mais on a un bon espoir sur le fait qu'on arrive quand même à gérer le faire truc. De l'élevage, quoi. Ouais. Voilà. À quoi ressemble une de tes journées type? Oh ouais. Les journées type de guide ne se ressemblent jamais, mais comment t'en es arrivé? Pourquoi t'as voulu devenir guide? Comment t'en es arrivé à faire ça? Quel est ton travail au quotidien? Est-ce que tu travailles avec la ville? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai travaillé avec la ville en 2017 pour faire un petit prospectus en langue française, qui est un des premiers trucs en français qu'ils ont fait. Ouais. Et j'ai pu faire le design, les photos, le texte, tout, la mise en page, j'ai tout fait pour eux. Et mais c'est le seul moment où j'ai vraiment bossé avec la ville. C'était assez rigolo d'ailleurs parce qu'à l'époque c'était en 2017 et le boom touristique à Osaka avait pas commencé pour les occidentaux, pour les asiatiques à fond parce que c'est la ville la plus visitée historiquement quasiment depuis une vingtaine d'années. Encore aujourd'hui, hein. Par les Coréens. C'est première destination des Coréens quasiment au niveau mondial. Comment t'expliques ça d'ailleurs? Il y a un rapport avec la Corée très spécifique. Oui, bah oui. Il y a toute la communauté. Il y a une communauté coréenne importante et puis surtout c'est une ville qui est un peu moins snob, un peu moins prout-prout, un petit peu plus ouverte. À la base un peu moins à droite aussi, un peu plus à gauche. On est d'accord. Par exemple le journal Asahi Shimbun qui est le journal d'Osaka, le quotidien qui est un peu plus centre-gauche, à la japonaise, hein, que le Yomiuri ou d'autres Nikkei là qui sont un peu plus à droite, quoi. À droite, ouais. Et puis il y a ce côté-là, il y a ce côté Ça tu vois, c'est cool que tu l'aies dit toi spontanément. D'accord. Un truc, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, parce que des fois, des hommes politiques d'Osaka vont raconter des trucs complètement dingues. Mais c'est quelque chose que moi, j'avais remarqué à l'époque, à la fac, j'étais ami avec 2 Coréennes, à Strasbourg. Et elles me disaient, on fait le japonais pour augmenter notre moyenne générale. Au fond, ils s'en foutaient un peu, mais elles avaient choisi la langue japonaise juste parce que pour elles, c'était assez facile. C'était la facilité, ouais. Et disons, on sont pas spécialement intéressés par le Japon, mais tu vois, Osaka, on a envie d'y aller. Moi, à l'époque, je me disais, ah bon, mais pourquoi? Et Osaka? Comment ça se fait? Je comprenais pas, en fait. Bon, j'ai compris après, mais à l'époque, je comprenais pas, quoi. Mais c'est, donc, ouais, il y a un rapport, le tourisme pour les Asiatiques, ça cartonne. Ce qui fait que moi, quand j'ai, commencé à bosser avec l'Office du tourisme d'Osaka, je leur ai demandé, mais alors, c'est quoi votre communication pour l'Occident? Et ils m'ont dit, en fait, on dit depuis, ça faisait 30 ans qu'ils disent ça, on dit que c'est une ville qui est bien pour dormir, pour rayonner, pour visiter les villes autour. Donc je leur ai fait, bon, ça veut dire que vous dites, sans le dire depuis 30 ans, qu'il n'y a rien à faire dans votre ville. Là, ils ont bugué. Ils étaient en mode... Ils ont dû réinstaller le programme. Et j'ai fait, c'est pas bon du tout, quoi. Puis après, je leur ai demandé, alors, donnez-moi la liste des endroits où vous voulez emmener les gens. Et ils me sortent Universal Studios Japan. Alors, à l'époque, je comprends aujourd'hui parce qu'il y a Mario, Super Mario, Donkey, tout ça, c'est sympa, il y a des trucs sur les mangas. Mais ça irrite un peu parce que t'as l'impression que tu viens pour Universal à Osaka. Mais c'est triste parce que c'est des Japonais eux-mêmes et je leur ai dit, moi, je suis français. À l'époque, il y avait pas les trucs japonisants qu'il y a un peu aujourd'hui. J'ai dit, moi, je suis français, je viens pas voir l'Amérique. Et ils avaient une mascotte qui s'appelait Bob. C'est-à-dire que leur mascotte d'Osaka pour les touristes étrangers occidentaux, principalement qui était censé présenter la ville d'Osaka pour les étrangers, c'était un Américain blond qui s'appelle Bob. Je leur ai dit, moi, je suis français, je veux pas que ce soit Bob qui me présente le Osaka. Je fais, imaginez-vous, vous arrivez à Paris et c'est Cheng, un Chinois, qui vous présente Paris.
Et on s'en fout, non? C'est on veut un Parisien, quoi. C'est Un local, ouais. un local. Et ils comprenaient pas, quoi. C'était assez marrant. Ils avaient cette vision un peu, voilà. Mais bon, ils sont hyper cool, là. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ça. Mais c'est tout. Sinon, moi, je suis dans mon coin, je fais mon truc dans mon coin. T'as fait ton truc en indé, t'as tout construit. À l'époque, moi, j'étais créateur de voyages sur mesure. J'ai commencé à créer une marque qui s'appelait Japan Trotter à l'époque. Et on a commencé avec des collègues à faire des voyages sur mesure et privatifs au Japon. Et moi, je faisais 3 mois au Japon. Je guidais des gens, je revenais en France, je repartais 2 mois, je revenais en France. Je faisais les allers-retours, en fait, jusqu'à Fukushima. Et donc, à la base, moi, je suis plutôt formé pour pouvoir guider pas de manière précise, mais de manière très globale, un peu les incontournables, un peu dans tout le Japon. À la base, tu me parachutes dans les grandes villes classiques, je suis à peu près repéré. J'ai guidé à Hiroshima, Kanazawa, Takayama, Tokyo, Fukuoka. J'ai fait le tour de Kyushu en bagnole. Je suis allé au Mont Aso. Mon travail, c'est ça. Mais il y a eu Fukushima et tout ce projet s'est cassé la figure. Et je suis venu m'installer complètement au Japon. Et là, c'est là que j'ai eu envie de développer vraiment Osaka. Mais c'était pas assez pour remplir le frigo. Il y avait pas grand monde qui venait. Ouais, c'est vrai. Et donc j'avais bossé pour vivre le Japon à l'époque. Anciennement vivre le Japon, maintenant c'est Japan Experience. Expérience, ouais. Et je les avais contactés et ils nous connaissaient un peu parce que nous on était devenus dans le milieu des agences de voyage ou ce qu'on appelle les réceptifs au Japon, un peu les jeunes fous qui se mettent à faire des voyages sur mesure dans un pays et ils trouvaient ça super, mais en même temps vous êtes fous, ça se vendra jamais. Et ils avaient pas tort, c'était pas évident, quoi. Hein. On était vraiment à la base, moi j'ai voulu faire du tourisme en mode venez, on va ailleurs que les classiques et on va à la campagne, parce que moi les voyages très rapidement, je commençais à prendre des jet ferry de Nagasaki pour aller sur les îles Goto des archipels où ils voient jamais personne et ce côté-là est hyper perdu, c'était ça que je voulais approfondir au départ, tu vois. Et là aussi le Goto avec un pote, c'était un petit brun, moi le petit blond, on se baladait et les gens ils avaient jamais vu un blanc de leur vie, quoi. Et c'était vraiment trop drôle. Et à la base, c'est l'envie de partager un peu ça. Et donc en vidéo, je le faisais ce genre de truc à l'époque. Et ça, c'est ce qu'on voulait, mais au final, les gens ils veulent quand même faire les classiques, donc on était plutôt amenés à faire les classiques. Ouais. Donc il y a eu la catastrophe de Fukushima, tout s'est cassé la figure. Chacun a dû faire d'autres boulots. Il y en a qui a fini à l'Apple Store, l'autre il est livreur de sushi, l'autre il a bossé dans différents trucs. Et moi, je suis allé vivre au Japon. J'ai contacté les gars de Vivre au Japon. J'ai pu guider pour eux à Kyoto principalement. Et je leur disais, je suis à Osaka, venez, on va développer Osaka et ça. Et j'étais en mode bof, on voit pas trop l'intérêt. Et moi, j'ai développé donc les balades à Osaka parallèlement jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai plus besoin de bosser avec eux et j'ai pu me concentrer sur Osaka. Ouais, et eux, ils ont embauché quelqu'un pour bosser à Osaka un an plus tard, tu vois. C'est dommage pour eux quelque part, mais après c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde. Mais quelque part c'est bien pour moi parce que je suis mieux indépendant qu'en bossant pour une autre entité, donc tant mieux. Ouais. Et ça cartonne tellement qu'on est 5 et je gère une équipe et j'ai formé des gens et ça cartonne, on a refusé du monde, quoi. Donc je remplis leur agenda, je m'occupe de tout ça et je fais comme un chef d'entreprise, sauf qu'on est une équipe de freelance. C'est cool. Et on est devenu un peu la référence du guidage francophone sur Osaka. Alors, ça fait tellement longtemps qu'on est sur place et qu'on est là depuis le début. Et les gens savent globalement que on a des retours vraiment excellents. Et moi, dans mon équipe, ils savent que quand je leur propose quelqu'un, ils savent, les agences, par exemple, avec qui je travaille, que ça va être bon. Ouais. Enfin, un mec qui est arrivé il y a 6 mois, il sait pas de quoi il parle, ou qui connaît à peine mieux le Japon que les clients qui sont arrivés, ou des gens un peu comme ça, parce qu'on a toujours l'impression dans le métier de guide, c'est facile. N'importe qui peut guider une fois ou deux, quelque part. Oui, pourquoi pas. Mais d'en faire un métier réellement, c'est pas si facile que ça, parce que ta première donnée à gérer, c'est l'être humain. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent assez peu. Donc c'est pas facile de bien faire ce boulot en réalité. C'est pas donné à tout le monde. On croit que c'est facile, mais de le faire dans la durée, de le faire de manière pour être capable de gérer tous les êtres humains, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, ça c'est des choses. Faut être limite un psy. Faut analyser un peu les gens, quoi, les caractères. Et donc voilà, moi j'ai cette équipe-là, mais donc le guidage, c'est à la fois les journées où tu vas prospecter pour savoir où t'emmènes les gens quand il y a des nouveaux trucs à faire, à chercher, à tester, des restaurants à tester. T'as les journées de guidage où tu vas guider les gens.
Et moi, j'ai toutes les journées, il y en a de plus en plus de back-office, de gestion des mails et des demandes qui tombent tous les jours, et de la création des prestations pour les agences, et faire les factures, et gérer la compta et tous ces trucs-là, qui fait que, il y a plein de journées où je vais pas guider parce que je dois gérer mon équipe. Ouais. Donc, mes journées, ça passe de ça, c'est ça, quoi. Et puis, il y a aussi les trucs où je forme un peu les jeunes, quand je dis les jeunes, c'est pas forcément jeunes, mais les nouveaux qui arrivent. J'essaie de leur montrer un peu ma manière de faire, montrer des spots, et puis après, faut pas qu'ils fassent la même chose que moi, faut que chacun, avec son caractère, amène sa truc. Le but, c'est pas de faire exactement ce que moi je fais ou d'avoir exactement le même discours. Il faut que ça reste quelque chose d'enrichi et de personnel quelque part, mais de le faire toujours avec 2-3 petits éléments essentiels qui vont apporter quelque chose d'un petit peu différent que le guidage classique. Et avec toujours, moi, je leur rappelle, s'ils le savent pas, je leur rappelle tous ces petits trucs dont je te parlais avant, les poteaux électriques, c'est pas parce qu'il y a des tremblements de terre, et plein de choses, qui sont les réalités sociales du pays, d'aller au-delà de l'écho global qu'on entend sur le Japon et comme on l'entend partout, ça doit être vrai. Ça. Et après, personne va gratter. Moi, des fois, malheureusement, j'ai des clients, c'est tant mieux pour les clients, mais j'ai des clients qui arrivent à la fin du séjour et ils me ressortent tout ce qu'ils ont entendu de tel ou tel guide. Il y en a plein qui font du très bon boulot. Hein. Et de temps en temps, il y en a, alors j'y vais doucement, mais je suis obligé de corriger parce qu'on leur a dit des trucs qui sont faux, partiellement vrais ou un petit peu c'est un peu caricatural. Et je préfère être franc avec eux et essayer un petit peu de nuancer ces petits trucs là, quoi. Mais on entend toujours un peu les mêmes trucs sur le Japon, quoi. On entend toujours ces trucs. Tokyo, la plus grande ville du monde, ce qui est probablement factuellement faux. La ville la plus peuplée, ça dépend de comment tu parles de la ville. Tu sais, en fait, la ville d'Hiroshima est plus grande que Tokyo. Donc c'est les découpages administratifs. Déjà, la ville de Tokyo n'existe pas. Il y a aucun truc au Japon qui est une ville qui s'appelle Tokyo. Ça, c'est le premier point. Et le seul truc qui est une vraie ville, c'est les 23 arrondissements historiques. L'ancienne ville de Tokyo, c'est les 23 arrondissements. Sinon, aujourd'hui, le Tokyo, c'est une métropole. Et les 23 arrondissements de Tokyo, c'est 9 millions d'habitants, ce qui est énorme, hein. Et mais c'est pas si grand que ça. Enfin, c'est grand, mais c'est loin d'être la plus grande ville du monde. Et si tu prends la préfecture de Tokyo, d'ailleurs, c'est pas des préfectures au Japon, c'est des départements. La préfecture, c'est un anglicisme. Okay. Normalement, c'est des départements. C'est 13 millions d'habitants. Et ce qu'on appelle Tokyo, en réalité, c'est effectivement une zone urbaine absolument immense, mais qui n'est pas Tokyo. Faut le savoir. Les gens, ils pensent que 35 millions d'habitants, c'est Tokyo. Non. C'est tant qu'il y a du tissu urbain. Tu pars de Tokyo, tant que tu avances et que t'as de l'urbanité, de l'urbain, t'as changé de département, t'as changé de ville 50 fois. Tant que t'as ça, tu découpes et t'as une mégalopole, une zone qu'on appelle la grande mégalopole du Kanto. Et là, ça peut même atteindre 40 millions d'habitants, quoi. Mais si tu fais à Shanghai ce que tu fais à Tokyo, c'est 80 millions d'habitants, Shanghai. Ça explose Tokyo, voilà. Donc après c'est normal, ils ont 1 milliard 400 millions d'habitants en Chine. Ce serait un peu bizarre que un pays de 124 millions d'habitants arrive à concurrencer en réalité un pays qui en a plus d'1 milliard. Pas logique, quoi. Donc voilà, d'arriver un peu à nuancer ces choses-là, ou le fait que Tokyo est la ville la plus sûre du monde, d'un point de vue de la délinquance, alors que c'est Singapour. Et c'est Singapour numéro 1, imbattable mondial. Après, Tokyo est très bien placé, elle est 4e. Osaka est dans le top 5-6 aussi. Ouais, en fait, on dit c'est la merde, mais elle est toujours dans le top 10 des villes les plus sûres du monde. Elle est en général 2 places derrière Tokyo, un truc comme ça. Alors après, il y a la sécurité sanitaire, il y a la sécurité sur Internet, il y a plein de trucs de sécurité. Mais si on parle du côté délinquance, Singapour est numéro 1 mondial. Okay. Mais tu vas avoir plein de gens qui vont continuer d'utiliser les superlatifs, la plus grande ville du monde, la ville la plus sûre, et puis sur d'autres trucs, hein. Et c'est bien d'arriver à nuancer. Par exemple, Kyoto est de loin pas du tout la ville où il y a le plus de temples. C'est laquelle? La ville où il y a le plus en tout cas, la préfecture, le département où il y a le plus de temples, c'est Aichi, c'est autour de Nagoya. Ok. La plus forte concentration de temples par kilomètre carré au Japon, c'est Osaka. C'est marrant, ça. Numéro 1 national. Je savais pas, tu vois. C'est la deuxième plus petite préfecture du Japon et il y a environ 3600 temples.
ce qui est absolument phénoménal. Alors, ils sont pas inscrits à l'UNESCO, hein. C'est la différence. Ouais. Kyoto, ils sont incroyables, c'est magnifique, c'est imbattable. Mais si tu veux dire en chiffres purs, bah non, en fait, c'est pas ça. C'est comme la plus grande ville de France, je crois que c'est Arles ou un truc comme ça. Enfin, après, il y a les statistiques, c'est bien d'en parler. C'est bien nuancé tout ça, quoi. Donc voilà, Hiroshima est bien plus grande, la ville. Mais c'est pas vrai, hein, c'est le découpage administratif, les 3/4 c'est de la forêt et de la montagne. Hiroshima ou même Kyoto, c'est 3 fois Paris, ou c'est un truc de fou, quoi. Et donc voilà, c'est bien d'arriver à gratter, de comprendre comment ça fonctionne pour avoir un discours qui est plus honnête avec les voyageurs et avec les clients. Je vais vous mettre toutes ces coordonnées en description parce que parle trop. Non, pas du tout, parce que du coup mais réservé à l'avance. C'est réservé à l'avance, hein. Ouais, parce que il est très demandé déjà. Parce que c'est abusé, hein, vraiment. Là déjà, 2026. J'ai réussi à le choper pour une interview, je suis super contente. Ah, c'est cool. Parce que généralement, c'est compliqué, hein. C'est complexe, surtout en mai là. Et puis toi, t'es encore jet lagué là. Oh, moi, je suis morte. J'arrive pas à manger depuis 3 jours. Ouais. En fait, tu sors un livre. Parle-nous-en. Alors, le livre est déjà sorti. Le livre est sorti. Il est sorti en 2020. Ouais. Quelque chose du Japon, édité aux éditions Nanika. Et le livre est sorti, la première édition en 2020, juste au début du Covid. La chance. Et c'est un bouquin où on va en fait, c'est un guide culturel. C'est un guide qui fait partie d'une collection. On m'a chargé de faire celui sur le Japon, donc je dois rester dans les cadres de cette collection-là. Donc le but, c'est d'arriver à présenter plein d'aspects du Japon, que ce soit l'histoire, la religion, la gastronomie, la vie quotidienne, les arts et tout ça, de manière digeste, synthétique, et en même temps de pas forcément de caresser dans le sens du poil à ma manière, c'est-à-dire de corriger certaines idées reçues, de nuancer un petit peu ce qu'on croit savoir sur le pays, et de toujours remettre un peu la réalité du quotidien, la réalité des gens au centre. Enfin, comment les Japonais vivent le truc, quoi. Et j'ai une phrase assez dure quelquefois, un peu forte que volontairement j'utilise en intro du bouquin, c'est que je dis qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas le Japon en fait. Ils aiment l'image qu'ils s'en font. C'est pas faux, hein. Ouais, c'est vrai pour plein de trucs. Donc je vais dire ce qui est bien et puis je vais pas m'empêcher d'envoyer quelques petites piques ou des petits trucs quand j'estime que voilà. Et puis ça fait partie de l'humanité, de tout, des êtres humains de tous les pays. Il y a des trucs bien et des trucs un peu critiquables et c'est normal. Mais donc voilà, dans ce bouquin on va parler de tout ça. Et là il y a une nouvelle édition qui sort fin mai et qui va être corrigée, augmentée avec plus de pages et plus de thématiques, et j'ai pu avoir un peu de place. Il faut négocier parce que le but de la collection c'est pas d'avoir des pavés, et l'ancien est déjà costaud, et là on a un peu plus de pages, donc c'est pas évident toujours. Les détruire, sinon elle va s'arracher les cheveux. Mais c'est cool. Je suis assez content d'avoir pu rajouter pas mal d'éléments. Comme quoi, par exemple? Un peu plus d'éléments politiques. Ouais, légèrement. C'était compliqué quand même d'intégrer ça au début. Dans l'aspect littérature, je vais un peu plus parler des femmes, l'influence des femmes dans la poésie ou dans la littérature. Et puis des petites touches à gauche à droite, des petits éléments. J'avais pas pu parler vraiment des pachinko, là je vais parler des pachinko. Il va y avoir plein de petits éléments et des petites anecdotes. C'est ponctué de petites anecdotes ou de petits fun facts, de petits trucs qui sont sympas et qui permettent d'alléger la lecture et qui sont rigolants, avec un peu d'humour aussi d'ailleurs. Mais c'est sous forme, parce que moi du coup je l'ai pas vu du tout. C'est sous forme de guide. C'est vraiment comme un petit guide de voyage, sauf que il y a pas de bonne adresse, il y a aucun truc à manger. Il y a pas d'adresse ou de map, c'est tout. C'est vraiment tout culturel. Que du culturel. Vraiment, donc ouais, c'est un guide. Si tu combines en fait un guide de maps et tout, plus celui-là. T'as un combo qui est intéressant. Si t'as le truc des adresses plus l'aspect culturel, voilà, là c'est assez complet. Et comme je guide des voyageurs, j'en ai guidé des milliers, je sais quelles sont les questions qui se posent sur place. Et le but, c'est d'arriver aussi à répondre à ces questions. Parce que je sais dans quel état ils sont, je les connais trop bien en fait. Donc je vais utiliser cette expérience-là. On pose un peu toujours les mêmes questions. Il y a des trucs qui reviennent et j'ai bien capté le truc. C'est quand les 3/4 quand ils me disent on adore la cuisine japonaise, je sais allez 90% du temps qu'ils aiment la cuisine japonaise, qu'ils mangent
chez eux en France, mais pas forcément celle qu'il y a ici. Ça dépend des plats. Hein. Mais ouais, voilà quoi. Ou alors ils aiment la cuisine japonaise qui à la base n'est pas la cuisine japonaise. C'est-à-dire les ramen, le tonkatsu, les karaage et les gyoza quoi. Ouais. Qui c'est bien, on mange ça au Japon, ça fait partie du patrimoine japonais aujourd'hui, mais c'est pas de la cuisine japonaise au départ. Et c'est voilà ce genre de choses. Tu décryptes tout ça. Je vais décrypter un peu tous ces trucs-là. Et puis un peu de légèreté, un peu d'humour. Et quand on me connaît, on a vraiment l'impression que je suis derrière, quand tu lis le bouquin, que je suis derrière ton oreille et que je suis en train de te dire le truc. C'est pas chiant à lire, c'est un peu à l'oral. T'as l'impression que c'est assez facile à lire. Bah, il sera sorti, hein. Je sais pas quand sort la vidéo, mais normalement il sera sorti. Je pense en juin quand je rentre, donc. Ouais. Parce que là, j'ai pas de PC pour monter. Mais du coup, ouais. Et la couverture va changer. Avant, c'était une photo de Geoffrey, un collègue, qui avait une photo d'une Maiko, très, très bien. Et là, je fais un petit truc un petit peu original. Les gens vont remarquer ou pas. Mais sur la couverture, la fille est une métisse franco-japonaise. Et je trouve ça intéressant parce que le métissage est de plus en plus présent au Japon, qui est un pays qui s'ouvre de plus en plus. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont issus de mariages mixtes. Et c'est un des points de l'avenir du pays aussi, un peu plus de métissage. Donc je trouve ça assez un peu audacieux, mais on va voir. Mais après elle est en kimono et tout, enfin le yukata quoi. Hein. Ouais. Il y a quand même les éléments quoi. Mais voilà, donc ça sort fin mai, sauf surprise. Et puis je mettrai tous les détails, tu m'enverras les liens et tout. Souvent les gens ils me demandent et donc avec ce bouquin, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bouquin de compléments justement sur tout ce qui est adresse et guidage et là je fais un peu une pub pour un bouquin qui est vraiment bien. Il y a le guide de Isseki Nicho qui s'appelle Kochi Kochi. Oui. C'est vraiment le must pour le côté pratique sur le terrain, comprendre comment ça fonctionne les trains, comment organiser son voyage, toutes les infos pratiques. On peut pas faire mieux, vraiment. Okay. Alors il est un peu plus costaud, mais on peut pas faire mieux sur ces questions pratiques. Et la combinaison des deux, je pense que c'est vraiment bien. Ok. Voilà. Bah merci. Merci à toi. Je pense qu'on va s'arrêter là. On s'arrêter là. Parce que sinon on va partir loin. Maintenant on refait la même en italien, c'est ça? On recommence. Bah voilà. Merci pour ton temps surtout parce que je sais combien il est précieux, combien t'es occupé. Merci à toi. Ça partait un peu dans tous les sens, mais j'espère que non, franchement, ça partait pas dans tous les sens. La ligne directrice de cet épisode est Osaka. C'était Osaka. J'ai bien aimé. Ok, c'est cool. Ouais, surtout que personne m'a donné autant d'argumentaires aussi pertinents que toi. Mais j'en ai d'autres encore, hein. Attention. T'en as beaucoup d'autres, ouais. Mais faudra le prendre comme guide pour avoir plus de détails parce que franchement il est passionnant et je vous mettrai même ses chaînes la chaîne YouTube même si tu la mets plus à jour et tout, je mettrai tout parce que franchement moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et instructif surtout. D'accord. OK. Non mais c'est cool. Moi qui aime bien creuser aussi culturellement. Et pour ceux qui veulent justement sur les poteaux électriques, si je connais le sujet, c'est parce que j'ai une vidéo de 15 minutes sur le poteau électrique. Les poteaux électriques au Japon. et donc c'est pour ça. Mais, je vous la mettrai. Merci à toi. Merci. Et puis à bientôt. Voilà, à bientôt. Si vous voulez plus de vidéos comme d'habitude, likez, commentez, vous abonnez, etc. Vous connaissez la chanson. Ciao. À bientôt. Bye.